Un jeune homme se réveille sans nom, sans souvenir, son niveau remis à zéro. L'empereur le nomme prince et c'est là que tout le monde réalise une chose terrifiante. Plus il est servi, plus il devient puissant. Sa force n'a aucune limite, sa croissance est infinie et quand ses ennemis comprennent ce que cela signifie, il est déjà bien trop tard. Voici l'histoire de Noah, le prince qui transforme la loyauté en pure puissance. L'histoire commence quand un jeune homme se réveille, se demandant où il est. Une femme se tient au-dessus de lui et il se demande si c'est sa mère. Il réalise que ce n'est pas possible car elle ne ressemble pas du tout à sa mère et il remarque qu'il peut à peine bouger. Les choses deviennent encore plus mystérieuses quand il voit un écran flottant devant lui. Plusieurs attributs sont affichés sur l'écran, alors il se demande si ce sont ses statistiques. Cette découverte le déçoit énormément car il remarque que son niveau est retombé à 1. Ce qui est encore plus étrange, c'est qu'il n'a pas de nom. Juste à ce moment, un homme que la femme appelle Sa Majesté apparaît et le garçon se demande si c'est l'empereur. L'empereur déclare que ce garçon s'appellera Noah et qu'il portera le titre de 13e prince impérial. On informe l'empereur que Noah a une affinité pour la magie de l'eau, alors il décide que Noah régnera sur la terre d'Almeria. Ce domaine lui conviendra parfaitement car c'est la terre où réside le clan de l'eau. Noah remarque que des choses changent sur son écran mais il ne sait pas ce que cela signifie, n'ayant jamais vu de telles valeurs. L'empereur veut voir les compétences de Noah, alors le prêtre les révèle. Toute la pièce est alors choquée parce que son écran de statue révèle. Noah ne comprend rien à tout cela, mais il remarque que les valeurs de son attribut d'eau ont changé. Tout le monde dans la pièce continue de halter d'étonnement car Noah possède un attribut d'eau de rang double S. Même la mère de Noah est incrédule car cette statistique est bien plus élevée que lors de sa naissance il y a peu. Le prêtre est complètement sidéré, se demandant si cela signifie que Noah s'est déjà éveillé. Atteindre le rang double S est incroyablement rare en général et c'est du jamais vu pour quelqu'un d'aussi jeune. Tous les spectateurs s'émerveillent devant Noah, réalisant qu'ils assistent à la naissance d'un homme au talent immense. Noah est toujours très confus et il ne sait pas quoi penser de tout cela. Tout ce qu'il sait, c'est qu'une nouvelle vie lui a été accordée et qu'il a été réincarné en noble. La nouvelle demeure de Noah est l'empire de Myra, une nation de guerriers nichés au cœur d'une chaîne de montagnes. L'empereur est le père de plus de 10 fils, connus sous le nom de princes impériaux. Les princes sont vénérés et adorés par le peuple comme les plus illustres des nobles. 6 ans se sont écoulés depuis la réincarnation de Noah, et il a réalisé quelque chose concernant ses statistiques. Les valeurs qu'il voit sur son écran de statut sont différentes de celles que les autres perçoivent. Eux voient des rangs normaux comme tout le monde, mais Noah, lui, voit des valeurs distinctes. Au lieu du rang double S que tous les autres voient pour son attribut d'eau, Noah voit E plus S. Ce qu'il a appris, c'est que ces valeurs supplémentaires proviennent des personnes qui sont ses subordonnés. Par exemple, le S ajouté à son attribut d'eau venait du domaine qui lui a été accordé à la naissance. L'empereur a donné à Noah le domaine d'Almeria, ce qui a fait de tous ses habitants ses subordonnés. Almeria est le lieu de résidence du clan de l'eau, donc les avoir comme subordonnés a donné à Noah un énorme coup de pouce à son attribut d'eau. Même ses servantes lui donnent un petit coup de pouce à ses attributs, montrant clairement qu'il bénéficiera de tout subordonné, aussi faible soit-il. En d'autres termes, Noah peut devenir plus fort en obtenant plus de subordonnés. Une autre chose qu'il peut voir et que les autres ne peuvent pas, c'est que son niveau peut être augmenté à l'infini. Tandis que les servantes préparent Noah pour sa journée, elles ne peuvent s'empêcher de souligner à quel point il est bien élevé. La plupart des garçons de son âge seraient pleins de malice, mais Noah est toujours si calme et posé. Noah a beaucoup appris sur le fonctionnement de son écran de statut, mais ses capacités sont encore limitées, car il n'a que 6 ans. Jess et une servante nommée Evelyn informent Noah que 2 visiteurs sont arrivés. Noah nous explique qu'Evelyn est une magnifique servante spécialisée dans l'hospitalité. Evelyn informe Noah que 2 de ses frères sont venus lui rendre visite et qu'il peut prendre son temps avant de les rencontrer. Noah sait qu'il ne peut pas les faire attendre car l'un de ses frères est le prince héritier. Noah va les rencontrer immédiatement et il est accueilli par ses frères. L'un d'eux s'appelle Henri, le 4e prince, l'autre est Albert, le prince héritier. Noah s'excuse de son retard et les frères ne peuvent s'empêcher de remarquer qu'il est toujours aussi courtois. Noah est toujours très poli, alors les frères sont certains qu'il fera un excellent chancelier un jour.
Jess et Albert révèlent qu'ils ont apporté un cadeau pour Noah. Albert fait apporter l'objet, mais ce n'est pas quelque chose d'agréable. Cela ressemble à un cercueil recouvert d'une sorte de forêt sombre, et le porteur semble terrifié. Le type transpire même de peur, alors Noah ne peut que se demander ce qui se passe. Albert dit au type d'ouvrir la boîte et Noah est horrifié un instant. Il entend des gens crier d'agonie et les voit supplier le prince Albert de les sauver. Ce n'est qu'une vision d'Albert car la seule chose dans l'étui est une épée. Albert demande à Noah ce qu'il en pense et Noah dit que c'est incroyable. Albert dit à son petit frère de la prendre, mais Noah hésite. Quelque chose ne va pas avec cette épée, mais c'est un cadeau du prince héritier, il ne peut donc pas refuser. Noah prend l'épée et Albert est très impressionné. Il explique que l'épée s'appelle le Léviathan, une épée de magie de l'eau réputée la plus puissante de l'Empire. Ce n'est pas pour les âmes sensibles, car plus de 120 personnes ont perdu la vie en essayant de la maîtriser. Noah est choqué d'entendre cela et il panique, manquant de laisser tomber le cadeau du prince héritier. Henri voit que Noah a peur, alors il lui dit de ne pas s'inquiéter. Ceux qui ne sont pas destinés à manier l'épée perdent la vie dès qu'ils la soulèvent. Cette épée est si maudite que pour la plupart, même porter sa boîte est une agonie. Albert est content d'avoir apporté ce cadeau à Noah car cela lui a montré qu'il faut une affinité pour l'eau de rang double S pour manier l'épée. Il remercie ensuite Noah car ce fut une démonstration très précieuse. Les deux frères partent et Noah traite Albert de prince méprisable car il le testait. Noah n'ose pas le dire à voix haute cependant car il sait que s'il le faisait, il perdrait la vie. Dehors, Henry se demande si c'était une bonne idée de donner le Léviathan à Noah. L'épée est inestimable, mais Albert ne regrette pas sa décision. Il est vraiment content car il pense que l'épée est mieux entre les mains de quelqu'un d'aussi brillant que Noah. Cependant, il dit que c'est à cause de la brillance de Noah qu'il doit faire l'expérience d'être mordu par son propre animal de compagnie. Cette nuit-là, Noah sent que quelque chose tracasse sa servante, Zoé. Zoé dit que ce n'est rien, mais Noah insiste pour qu'elle lui dise. C'est la servante personnelle de Noah et elle révèle qu'elle aimerait demander un congé. Il y a eu une inondation dans sa ville natale et la ferme où elle a grandi a été complètement emportée. Maintenant, sa mère, qui vit seule, est sans emploi et a besoin d'aide. Les autres parents de Zoé ne feront rien et ils ont dit à Zoé d'aller travailler dans le quartier des plaisirs. Ils lui ont dit qu'elle ne valait rien mais qu'elle pourrait se vendre comme quelqu'un ayant servi le prince. Noah l'interrompt. Il en a assez entendu et il a une autre idée. Au lieu que Zoé se vende, il emploiera sa mère au manoir. Elle sera simplement chargée de fermer le portail principal et il la paiera 10 reins chaque mois. C'est incroyablement généreux, mais Zoé fait remarquer qu'elle n'a jamais entendu parler d'un tel emploi. Il va aussi la payer bien plus que le salaire standard, mais Noah le sait déjà. Sa générosité ne s'arrête pas là car il explique qu'il y a une maison inoccupée à la périphérie de la capitale. Il dit que Zoé et sa mère peuvent y vivre, alors Zoé se met à pleurer à cause de son immense gentillesse. Zoé le remercie encore et encore, mais Noah reste professionnel et lui dit de continuer son travail. Pendant ce temps, il pense qu'il ne peut jamais laisser quelqu'un qui travaille pour lui œuvrer dans le quartier des plaisirs. Cela souillerait son titre de 13e prince, mais surtout, Zoé est sa servante. Elle est avec lui depuis longtemps et elle servira Noah pour la vie. Juste à ce moment, Noah appelle son majordome, Dylan. Noah explique qu'il y a eu une inondation dans la ville natale de Zoé, alors il charge Dylan d'acheter autant de terre que possible là-bas. Zoé est complètement stupéfaite, alors Noah explique pourquoi. Des scélérats tenteront d'escroquer les gens qui ont perdu leurs moyens de subsistance comme la mère de Zoé. Noah veut les protéger, alors il charge Dylan de les sécuriser avant que quoi que ce soit de grave n'arrive. Noah se demande ce qui ne va pas quand tout le monde se tait, alors Dylan explique qu'il est juste surpris. Noah est très jeune, mais il gère une situation qu'il n'a jamais vécue avec une prévoyance incroyable. C'est très vrai, mais Noah pense qu'il a vu plus que sa part de ce genre de choses avant sa réincarnation. Dylan se demande où il devrait trouver l'argent pour cet achat, car il estime que l'acquisition de toutes ces terres coûtera 700 000 reins. Zoé est choquée par ce chiffre et Noah ne peut pas lui en vouloir d'être surprise. Le revenu annuel moyen d'un homme adulte dans la capitale est de 120 reins. Même les propres serviteurs de Noah ne gagnent que 8000 reins par an. Même avec les recettes fiscales d'Almeria et les dons monétaires de l'empereur, Noah ne dispose que d'environ 500 000 reins.
Il reste 200 000 reins que Noah doit trouver, mais il a une idée. Il possède des terres juste au sud de la capitale, alors il décide qu'il devra les vendre. Dylan fait remarquer que cette terre était un cadeau de l'empereur, donc la vendre sans permission serait un crime contre la famille impériale. Noah s'en moque et il dit qu'il en acceptera les conséquences. Zoé ne veut pas qu'il ait des ennuis, mais Noah souligne que les nobles ont leurs obligations. Parfois, ils doivent se sacrifier pour apporter le bonheur au plus grand nombre de leurs sujets. Dylan comprend, alors il dit qu'il exécutera son ordre immédiatement. Il s'assure aussi de remercier Noah, alors Noah se souvient que Dylan venait de la même région. Quelque temps plus tard, Noah se prépare à partir pour Dozo. Jess, il se précipite vers son frère Henry et s'excuse de ne pas l'avoir salué plus tôt. Noah explique qu'il a acheté des terres dans une zone appelée Dozo et qu'il va les inspecter. Henry remarque que Noah emporte le Léviathan, alors il se demande si Noah compte l'utiliser. Noah dit que non et qu'il l'emporte juste pour un test. Il a senti une sorte de pouvoir dans l'épée la première fois qu'il l'a tenue, mais il ne l'a plus ressenti depuis. Henry était en fait venu parler de l'épée car il s'était renseigné à son sujet. Albert avait dit des choses étranges à son propos, alors Henry avait décidé d'enquêter. Il a découvert que le Léviathan semble avoir une volonté propre et qu'il n'obéit qu'à celui qu'il reconnaît comme son maître. Noah considère l'épée comme un chien enragé, ce qui signifie qu'il devra gagner sa reconnaissance. Henry dit à Noah de la porter s'il le doit, mais le met en garde contre son utilisation réelle. Il ne donne aucun détail et dit seulement à Noah que sa vie prendra fin s'il tente de l'utiliser. Quelque temps plus tard, Noah arrive à Dosso et Zoé est horrifiée de voir l'étendue des dégâts. Les maisons sont complètement détruites, alors Noah estime que l'achat des terres sera plus difficile qu'il ne l'avait imaginé. Les titres de propriété étaient probablement détruits, ils devront donc les acheter à partir de la liste détenue par le bureau du gouvernement. Dylan et Zoé sont tous deux choqués, car Noah a pu déterminer tout cela d'un simple coup d'œil. Noah dit à Dylan de se dépêcher d'aller au bureau et il prendra la responsabilité si quelque chose arrive. Noah demande ensuite à Zoé de lui faire visiter pour qu'il puisse inspecter les terres. Les légumes racines ont déjà commencé à pourrir, alors Noah détermine qu'il n'y aura pas de récolte cette année. Zoé dit que rester ici pourrait être dangereux, mais Noah s'en moque. Si elle essaie de l'arrêter à cause des mauvaises personnes qui pourraient être là, il se faufilera seul la nuit. Juste à ce moment, ils entendent une cloche et Zoé explique que de la nourriture est distribuée aux sans-abri. Cela signifie que l'Empire fait son travail pour aider le peuple, mais la nourriture est très fade. C'est à peine plus que de l'eau bouillie et ça a un goût horrible. Noah est contrarié parce que c'est déjà gâté, mais les gens là-bas savent qu'ils ne peuvent pas trop en demander. Ils disent donc qu'ils ont juste de la chance de pouvoir manger, alors ils acceptent tout ce qu'ils peuvent obtenir. Pourtant, Noah n'arrive pas à croire que l'Empire distribue de la nourriture avariée, mais le type à qui il parle s'inquiète. Quelqu'un est arrivé pour une inspection, c'est un fonctionnaire du gouvernement local, c'est Lord Geralt et il va vérifier la nourriture. Ce type se contente de la regarder et décide que ça lui semble correct. Ça sent si mauvais qu'il doit se couvrir le nez, mais il l'approuve quand même. Noah ne laisse pas passer ça et il fait remarquer que Lord Geralt doit toucher des pots de vin. Dylan et Zoé sont horrifiés de voir Noah parler ainsi à ce noble, mais c'est trop tard. Noah accuse Geralt de ne pas se soucier du peuple du tout, et il dit que la seule raison pour laquelle il a embauché ces gens pour distribuer de la nourriture était de pouvoir prendre de l'argent au passage. Geralt ne le nie pas et il explique que c'est un travail difficile. Cela demande beaucoup d'efforts, alors obtenir de l'argent en retour est un privilège accordé à ceux qui donnent tant. Ces types éclatent alors de rire car il dit que ce gamin vient d'apprendre une bonne leçon. Noah ne rit pas cependant et il n'aime pas le ton condescendant de Geralt. Noah est clairement en colère et nous voyons que quelque chose arrive au Léviathan. Noah explique que s'enrichir sur les rations destinées aux victimes de catastrophes est un crime, mais Geralt n'apprécie pas du tout. Il explique que l'insulter revient à insulter Ser Ron, le souverain de toute cette terre. Il se demande si Noah sait qui il est, mais Noah l'interrompt. Noah dit que Geralt tyrannise les faibles pour gagner plus de pouvoir et il est dégoûté. La colère de Noah continue de monter et nous voyons que l'obscurité autour de son épée commence à grandir. Geralt rappelle à Noah un chien enragé et cela lui rappelle le Léviathan. Noah se prépare à déclarer la punition de Geralt, mais Geralt est lui-même contrarié. Il va attaquer Noah, mais Noah annonce que la punition de Geralt sera la mort.
Juste au moment où la tension atteint son paroxysme, le Léviathan fonce sur notre héros. Zoé est horrifiée, pensant qu'il l'a empalé, mais l'épée s'est en fait arrêtée juste à côté de Noah. Noah sent que le Léviathan est contrarié parce qu'il a associé son nom à une ordure comme Geralt. Il dit que si l'épée est vraiment en colère, alors il veut qu'elle lui montre sa force. Juste à ce moment, le Léviathan libère son pouvoir et il commence à consumer notre héros. Noah lutte en ressentant une grande douleur et il reconnaît à quel point l'épée est puissante. Il est clair que le Léviathan essaie de soumettre Noah en prouvant sa puissance. Il veut que Noah admette qu'il est faible comparé à lui, mais Noah est déçu. Il fait remarquer que les forts n'étalent leur pouvoir devant les faibles que parce qu'ils craignent quelqu'un d'encore plus fort. Noah subit beaucoup de dégâts à cause de l'épée, mais il est capable de les supporter. Il déclare que si quelqu'un naît avec beaucoup de pouvoir, il devrait l'utiliser pour le bien du peuple. Il annonce que c'est son privilège en tant que noble et il parvient à s'emparer de l'épée. Noah dit au Léviathan de lui obéir et l'épée s'exécute. Geralt continue son attaque, mais il ne fait pas le poids face à Noah et sa nouvelle épée. Le cruel Noah décapite Geralt, alors les chevaliers décident qu'ils devront éliminer le garçon. Noah n'a même pas encore montré le moindre de ses pouvoirs, alors il déchaîne une attaque qui stupéfie tout le monde. Elle invoque un pilier d'eau géant et laisse un énorme trou dans le sol. Les dégâts étaient si immenses que le fond du trou ne peut même pas être vu, et Noah dit au Léviathan que son pouvoir est démentiel. Jessa et d'autres chevaliers arrivent et les distributeurs de nourriture leur disent qu'un gamin a éliminé Lord Geralt. Le capitaine des chevaliers s'appelle Rowan et il s'incline immédiatement devant le 13e prince. Noah est surpris de voir que quelqu'un le reconnaît et Rowan s'excuse de la façon dont il a été traité. Rowan n'a été envoyé ici que récemment et il est en fait un serviteur du prince Henri. Tout le monde est confus, alors Rowan leur dit qu'ils sont en présence du 13e prince. Ils s'inclinent tous devant lui, mais Noah est préoccupé par autre chose. Il explique que quelqu'un a embauché ses distributeurs de nourriture pour des pots de vin, alors il a puni l'homme qui était derrière tout cela. Noah désigne les complices de Geralt et il ordonne à Rowan de leur infliger la punition qu'ils méritent. Quant à la distribution de nourriture, Noah annonce qu'ils vont tout recommencer. Il dit que désormais la soupe sera beaucoup plus épaisse et qu'elle sera préparée fraîchement. Elle devra être si dense qu'on pourra y planter une cuillère sans qu'elle ne tombe. Rowan promet de faire en sorte que cela se produise et les villageois n'arrivent pas à croire qu'ils pourront enfin manger de la vraie nourriture. Ils acclament tous le prince Noah, alors Zoé dit qu'il est vraiment incroyable. Ailleurs, Albert est informé de ce qui s'est passé. Il réalise que non seulement Noah n'a pas été mordu, mais que le chien enragé s'est en fait soumis à lui. Albert n'aurait jamais pu imaginer cela, et il détermine que Noah pourrait être encore plus utile qu'il ne le pensait. Quelque temps plus tard, Noah est convoqué pour rencontrer l'empereur. L'empereur a appris que Noah avait vendu une partie des terres qu'il lui avait accordées et qu'il avait utilisé l'argent pour acheter un village entier. Noah ne peut pas le nier, alors il se prépare à recevoir sa punition. Il est choqué cependant quand l'empereur le remercie à la place. Les efforts de Noah ont empêché l'émergence de quiconque cherchant à profiter de l'inondation. Si cette catastrophe naturelle avait été suivie d'une catastrophe humaine, ils auraient dû engager des ressources impériales pour nettoyer le désordre. L'empereur ne peut que se demander comment Noah a découvert l'inondation, alors Noah explique que ce n'était qu'une simple coïncidence. Sa servante venait de ce village et il a juste agi rapidement. L'empereur a aussi entendu dire que Noah avait maîtrisé une épée de magie de l'eau dans ce village et Noah n'arrive pas à croire qu'il le sache. Ce n'est pas la seule chose qui le choque, car l'empereur déclare qu'il aimerait revoir les capacités de Noah. Le prêtre va vérifier, tout comme à la naissance de Noah, et il affiche l'écran de statut de Noah. Noah ne s'est pas vérifié depuis quelques jours, alors il réalise quelque chose à l'instant. Il s'avère que ce ne sont pas seulement les subordonnés humains qui peuvent ajouter à ses statistiques. Sa statistique d'eau a encore plus augmenté et c'est parce que Noah a pu faire du Léviathan son subordonné. L'empereur est stupéfait et Noah voit que son attribut d'eau est maintenant de rang triple S. L'empereur aimerait que Noah continue de l'aider, alors Noah a dit qu'il le fera. Plus tard, Noah va voir un chanteur se produire et nous apprenons qu'il a donné plus de travail à Zoé pour la remercier de son aide dans son village. Zoé fait du bon travail et elle prête attention aux moindres détails, alors il lui a donné plus de responsabilités. Noah est très malin dans le choix de ses partisans, affirmant qu'on n'a jamais trop de têtes pensantes à son service. Il observe ensuite attentivement la chanteuse se produire devant une foule nombreuse. Elle s'appelle Elishi et Noah peut en déduire beaucoup sur elle rien qu'à sa façon de chanter.
Elle chante avec ferveur, prenant son art très au sérieux, ce qui en fait une jeune femme très consciencieuse. C'est alors que des individus font irruption pour interrompre le spectacle, se demandant pourquoi Elichi perd son temps. Il lui rappelle qu'elle ne gagnera jamais assez pour rembourser la dette de son père ainsi, et qu'elle doit trouver un autre moyen. Elichi explique que le chant est tout ce qu'elle possède, mais cela ne fait qu'irriter davantage ces hommes. Il lui suggère qu'il existe une meilleure façon pour une femme de gagner de l'argent, et Elichi est horrifié par leur sous-entendu. La foule, terrorisée, reste muette, mais une seule voix attire l'attention des brutes. C'est Noah, mais les hommes lui disent d'aller pleurer dans les jupes de sa maman. Noah ignore l'insulte et cite simplement la loi impériale 67, article 2. Elle stipule qu'il est illégal de faire assumer aux enfants les dettes de leurs parents. Noah monte sur scène et déclare que forcer une jeune fille à rembourser la dette de son père et lui ordonner de vendre son corps pour cela est un crime. Un des brutes dit à Noah de ne pas les chercher, mais Noah les attaque instantanément en invoquant le Léviathan. Noah leur demande s'ils veulent vraiment continuer, mais les hommes ne veulent pas se frotter à lui et à son épée terrifiante. Il s'enfuit, promettant de ne pas oublier cela. Noah dit au propriétaire de l'informer si ces types reviennent, et l'homme est choqué d'apprendre que Noah est un prince. Noah dit à Elichi qu'il est très impressionné par sa voix, et il se demande à combien s'élèvent ses dépenses mensuelles. Elichi n'ose même pas le dire, car c'est une somme considérable à cause du traitement qu'elle doit payer pour la maladie de sa mère. Noah n'attend même pas sa réponse et dit simplement 25 reins et Elichi ne comprend pas ce qui se passe. Alors Noah lui explique que c'est la somme qu'il lui versera chaque mois afin qu'elle puisse se concentrer sur le chant. Et ce n'est pas tout. Il lui explique qu'il augmentera ce montant à mesure qu'elle s'améliorera. Elichi est bouleversé par son incroyable générosité et remercie notre héros. Noah répond que ce n'est rien et qu'il aimerait entendre la suite de sa prestation. De retour chez lui, Noah apprend que des prêteurs sont venus le voir. Il reconnaît les brutes de tout à l'heure qui souhaitent s'excuser. Noah devine qu'ils ne s'excusent que depuis qu'ils savent qui il est et ordonne à sa femme de chambre de les renvoyer. Il a aussi un message pour eux. Un prince ne se voit pas sur simple demande. Henri arrive, impressionné par la façon dont Noah a géré la situation. Accorder une audience à de tels hommes dévaloriserait son statut royal, il a donc eu raison de les éconduire. Noah acquiesce mais explique qu'il a une autre raison de les écarter. Il va aider Elichi et veut que les prêteurs le croient toujours en colère contre eux. Tant qu'ils penseront cela, ils ne dérangeront plus Elichi. Henri est vraiment impressionné car cela prouve que Noah a une longueur d'avance. Il souligne que leurs frères, Frank et Gary, sont plus proches de l'âge de Noah mais n'ont absolument pas sa clairvoyance, loin de là. Gary est le plus coupable de mauvais comportements car malgré tout l'enseignement qu'il reçoit, il n'a toujours pas appris les bonnes manières. Noah est sûr que ses frères apprendront assez vite, mais au fond de lui, il en doute fortement. C'est alors qu'Henri change de sujet, souhaitant reparler de l'épée magique. Il semble que Noah l'ait maîtrisée et Noah en attribue le mérite à Henri. C'est Henri qui avait dit que le Léviathan avait sa propre volonté et il avait raison. Henri se demande comment Noah la transporte, se souvenant que l'épée est gigantesque. C'est alors que Noah le sidère en invoquant le Léviathan. Noah révèle qu'il cache l'épée dans sa manche en la réduisant à une taille minuscule. Henri n'a jamais rien vu de tel et Noah explique que l'épée elle-même lui a appris à la rétrécir. C'est totalement inédit et Henri n'en revient pas. Le Léviathan fut isolé comme trésor national pendant 2 siècles et même les archives antérieures n'en font aucune mention. Henri en conclut que Noah est tout simplement incroyable et le félicite d'avoir libéré le véritable potentiel de l'épée. Cette nuit-là, nous voyons que les prêteurs sont toujours prosternés devant le portail. Des heures se sont écoulées et les hommes perdent patience. L'un d'eux commence à proférer des injures contre le château, disant à Noah de ne pas faire le fier en les ignorant. Les autres tentent d'arrêter leur chef, mais ils jurent d'éliminer Noah pour son mépris. Noah utilise alors une nouvelle capacité, forçant les hommes à terre d'un simple regard. Henri comprend que Noah a failli les assommer juste en les fixant, et il se demande ce que Noah a bien pu faire cette fois-ci. Noah révèle qu'il a libéré une infime partie du pouvoir du Léviathan pour les menacer. Quelque temps après, Noah arrive dans une salle et est accueilli par Raïdak. En entrant, tout le monde l'applaudit, parlant de lui comme du 13e prince. Il a l'air si digne pour son âge et il est clair qu'il est le fils du roi. Raïdak se demande ce que Noah porte à sa ceinture, alors Noah explique que c'était un cadeau du prince héritier.
Il dit simplement que c'est le Léviathan et tout le monde est sous le choc. Cette épée est un trésor national et tous sont stupéfaits car c'est un cadeau direct du prince héritier. Un crétin dans la foule murmure que ce n'est sûrement qu'une réplique, mais il est horrifié en réalisant que Noah l'a entendu. Le Léviathan lui-même est encore plus furieux que Noah et ne peut retenir sa soif de sang. Son obscurité se répand dans toute la pièce, alors Noah doit lui ordonner de se contenir. Le Léviathan obéit immédiatement aux ordres de Noah et retire son pouvoir obscur avant que quiconque ne perde la vie. Noah estime que le Léviathan était en colère parce que son maître avait été insulté, mais que ce n'était pas acceptable. Noah dit à l'épée qu'il apprécie sa loyauté, mais qu'elle est allée trop loin. Raidak est étonnamment satisfait de cette démonstration, car il est sûr que tout le monde a senti la mort de près. C'était la véritable puissance d'un trésor national, et ce qui venait de se passer démontrait clairement que Noah maîtrisait ce pouvoir écrasant. La foule adhère à ses propos, réalisant que Noah leur a sauvé la vie d'un seul mot. L'épée était prête à leur faire payer leurs doutes, mais Noah leur a épargné la vie avec miséricorde. Cela les fait adorer Noah encore plus et ils l'acclament de nouveau. Raidak se demande quoi faire du type qui a douté. Noah répond simplement de le laisser tranquille. Il s'est déjà suffisamment ridiculisé et il ne peut pas s'en cacher. Au fil de la soirée, chacun se présente au prince. Un homme se présente avec sa fille et Noah étonne tout le monde en déduisant beaucoup d'informations sur eux d'un simple regard. Il devine que le père est un noble de 2e ou 3e génération et que sa fille est adoptée. Noah le déduit car le père a l'allure de quelqu'un né de haut rang, ce qui n'est pas le cas de sa fille. De plus, Noah perçoit que sa fille est une ancienne esclave. Il est arrivé à cette conclusion car au moment où elle s'est sentie gênée, elle a jeté à Noah un regard curieux. C'est un regard propre aux personnes ayant été esclaves et Noah l'a remarqué aussitôt. Le père, nommé Alan, n'en revient pas que Noah ait pu deviner tout cela. Et il confirme tout. Il avait initialement acheté la jeune Cindy comme esclave, mais elle apprend très vite, alors il l'a élevée comme sa fille adoptive. Noah les surprend alors en disant qu'il aime beaucoup ce genre d'histoire. Il aimerait en savoir plus et les invite à visiter son manoir un de ces jours. Tous deux remercient le prince et prennent congé. Noah est encore plus impressionné par Alan, car il a su quand était le moment idéal pour partir. Raidak convient que cet homme est très intelligent, car s'il était resté plus longtemps, tout le monde l'aurait envié, c'est certain. La foule remarque toujours Alan, car il a été le premier à être reconnu par le prince. C'est alors que Noah révèle qu'il y avait une autre façon de savoir que Cindy n'était pas la vraie fille d'Alan. Noah le démontre en libérant une partie du pouvoir maléfique du Léviathan, et Cindy le remarque immédiatement. Noah révèle que Cindy protège Alan depuis la première fois qu'il a utilisé l'épée comme menace. Une fille de son âge serait normalement celle qu'on protège, mais elle n'est pas une fille ordinaire. Raidak est choqué car Noah le savait depuis le début et il affirme n'avoir jamais été aussi impressionné par qui que ce soit. Le lendemain, Noah est salué par le 8e prince, Oscar. Noah dit qu'il est juste en promenade, alors Oscar lui propose de se joindre à lui pour une chasse au trésor. Noah accepte et il se dirige vers la rue Cobalt. Noah a déjà entendu parler de cet endroit car on dit qu'on y trouve des antiquités de tout l'Empire. Oscar confirme que c'est vrai mais qu'il peut aussi y avoir de nombreuses contrefaçons. Trouver le vrai trésor parmi eux est une compétence que tout noble devrait maîtriser. Les garçons passent la journée à chercher de grands trésors mais au final ils ne trouvent rien de bon. Oscar appelle ça de la malchance et il est surpris quand Noah achète quelque chose. C'est un livre bon marché qui ne coûte que 3 rines, alors Oscar suppose que Noah l'a juste acheté parce que c'était une bonne affaire. Noah dit que le livre l'a simplement rendu curieux et Oscar est choqué quand il réalise ce que c'est vraiment. Il n'y croit pas au début, mais un examen plus attentif le convainc. C'est le grimoire d'Andrea, un sorcier légendaire. C'est l'exemplaire original, ce qui signifie que c'est sans aucun doute un véritable trésor. Selon ce qu'il contient, Noah pourrait le vendre pour 1000 reines, c'est vraiment incroyable, alors Oscar se demande comment Noah a su ce que c'était. Noah bien sûr ne le savait pas, mais au moment où il l'a touché, un plus a été ajouté à sa statistique de victoire. C'est alors que Noah réalise quelque chose, et le Léviathan commence à trembler de façon incontrôlable. L'épée l'a aussi compris, et Noah la prend et la pointe vers le livre. Seuls les êtres dotés de leur propre volonté peuvent ajouter à ces statistiques, ce qui signifie que ce livre doit avoir une volonté propre. Menacer le livre avec son épée le fait réagir et il commence à libérer son propre pouvoir. Le livre s'ouvre sur une page avec un cercle magique et encore plus de puissance en jaillit. Quelque chose de terrifiant émerge du livre et Oscar est incrédule.
Il ne comprend pas ce qui se passe et se demande si le livre est une tombe interdite scellant l'âme du sorcier. La situation devient plus dangereuse à chaque seconde, alors Oscar dit à Noah de fuir. Il a déterminé que cet être est l'esprit vengeur du grand sorcier qui maîtrisait la magie du vent. Des vents violents commencent à remplir l'air, alors Oscar dit une fois de plus à Noah de s'enfuir. Noah refuse cependant et ordonne à l'esprit de partir. Il déchaîne une attaque d'eau immensément puissante du Léviathan qui défait immédiatement l'esprit. Le ciel est de nouveau clair et Noah confirme que l'esprit est parti car sa statistique de vent n'affiche plus de plus. Oscar vérifie s'il y a des dommages collatéraux, mais Noah l'assure que tout va bien. Noah ne voulait blesser personne ni endommager les bâtiments, alors il a dirigé son attaque vers le haut. Oscar est de nouveau stupéfait par lui car Noah a pu prendre une telle décision en un instant. Il ne se souvient pas que Noah ait été ainsi et il se demande quand il est devenu si fort. C'est alors qu'un marchand nommé Bartley se présente. Après avoir vu de quoi Noah est capable, il a décidé de lui montrer quelque chose. Noah se demande si c'est une sorte de trésor, mais le marchand n'en est pas vraiment sûr. Il le leur montre et explique que c'est une bague qui ne révélera sa véritable forme que lorsque son véritable propriétaire apparaîtra. Bartley l'a montré à de nombreuses personnes, mais elle n'a jamais réagi. Elle ne fait rien maintenant, alors Noah dit que ça pourrait aussi n'être qu'un déchet. Le marchand y a déjà pensé et a même essayé de s'en débarrasser maintes fois. Pourtant, peu importe combien de fois il la jette, la bague revient toujours. Elle ne cesse de réapparaître dans sa boutique, ce qui le rend certain qu'elle a quelque chose de spécial. Noah l'essaie et Bartley est choqué quand elle commence à briller pour la toute première fois. Une voix mystérieuse déclare que la limite de niveau a été confirmée. Elle révèle que c'est un objet de rareté triple S et qu'elle vient de reconnaître Noah comme son nouveau propriétaire. Elle dit « yeux d'armure » et un étrange liquide commence à en jaillir. Il se répand sur les bras et les jambes de Noah et les hommes sont choqués lorsque la véritable forme de la bague est enfin révélée. Même Noah est stupéfait car la bague s'est transformée en une armure qui couvre ses bras et ses jambes. Cependant, il n'y a aucun changement dans ses statistiques, ce qui signifie que ce n'est pas le même genre d'être que ce grimoire ou le Léviathan. La bague est sans aucun doute un objet très spécial et elle aura ses utilités. Noah dit qu'il achètera la bague à Bartley et lui enverra les paiements plus tard. Oscar cependant propose de la payer et dit que Noah peut la considérer comme un cadeau. D'abord, Noah a éveillé une épée magique et maintenant il a fait de même pour une bague magique, alors Oscar est sûr qu'il y a quelque chose de très spécial chez Noah. Les deux hommes finissent par se séparer, mais le prêteur apparaît pour attaquer Noah. Les amis de Noah tentent de le protéger, mais il n'en a pas besoin. Au lieu de cela, il active sa bague et choque tout le monde en l'utilisant pour créer un bouclier. L'homme est maîtrisé et Noah range son bouclier. Oscar ne se souvient pas avoir vu cela auparavant, alors Noah explique qu'il a lié la bague au Léviathan. Noah n'était pas sûr de ce qui se passerait, mais la bague semble avoir réagi à l'hostilité de l'homme par une défense automatique. Oscar est de nouveau stupéfait en réalisant que Noah a déjà maîtrisé le pouvoir de la bague en si peu de temps. Plus tard, Noah va revoir Elichi se produire et il se dit que le prêteur est fini après l'avoir attaqué. Ils ne dérangeront plus Elichi non plus, alors il se promet de le lui dire plus tard. C'est alors qu'un ivrogne saute sur scène pour draguer Elichi. Un autre dit qu'il l'a vu en premier et ils commencent à se disputer. Une bagarre est sur le point d'éclater, mais Noah surgit de nulle part pour les arrêter avec son bouclier. Il enchaîne avec une attaque de son épée et les hommes s'enfuient à toutes jambes. Le propriétaire s'excuse, alors Noah lui dit de ne plus jamais laisser entrer des types comme eux. Le propriétaire souligne que des clients comme eux sont ceux qui font vivre son commerce, il n'a donc pas d'autre choix. Noah lui dit de ne pas s'inquiéter et il sidère l'homme en déclarant qu'il va simplement racheter toute l'affaire. Noah fait montrer l'argent par Zoé et propose de payer l'homme 1000 reins. Le propriétaire accepte avec joie et Elichi ne sait pas comment remercier Noah pour tout ce qu'il a fait. Noah explique que tout ce qu'il veut d'elle, c'est sa musique, alors elle peut le rembourser en continuant à chanter. Elle se demande s'il aime vraiment autant son chant, et Noah explique qu'il voit beaucoup de potentiel en elle. Il veut que l'empereur l'entende un jour, alors il lui dit de se consacrer au chant d'ici là. Elichi ne pourrait être plus heureuse, alors elle promet de travailler aussi dur que possible. Tandis qu'elle chante, Noah estime que son jugement était juste, car investir dans les gens est le véritable trésor. Quelque temps plus tard, on annonce à Noah qu'il a un invité. Il s'appelle Marley, gouverneur général d'un lieu nommé Alljoy. Marley a reçu un ordre impérial pour gérer le contrôle des inondations à Alljoy, mais cela ne se passe pas très bien.
Holdjoy est une région fertile productrice de céréales, située dans le coude d'une grande rivière, mais elle souffre d'inondations. L'empereur a nommé Marley de Valmeria, patrie du clan de l'eau, pour la gouverner dans l'espoir qu'il puisse la stabiliser. Marley explique que le problème est qu'ils n'ont reçu aucun financement et qu'ils ne peuvent pas utiliser de l'argent qu'ils n'ont pas. Marley travaille sous un ordre impérial, alors Noah dit qu'il doit y avoir de l'argent à sa disposition. Marley explique qu'il devait recevoir de l'argent, mais le ministre des Finances ne le leur a pas versé. Noah ne perd pas de temps et dit à Marley de le suivre. Il rencontre le ministre des Finances, Maverick, et Noah va droit au but. Maverick a retardé la distribution des fonds et Noah exige de savoir pourquoi. Maverick nie avoir retardé les fonds, alors Noah se demande pourquoi il ne donne pas l'argent à Marley. Maverick l'assure qu'il y a une très bonne raison à cela, mais Noah voit déjà où cela mène. Il dit à Maverick que s'il compte dire qu'un enfant ne comprendrait pas, il ferait mieux de se taire. Maverick est pris au dépourvu par l'assurance de Noah et dit qu'il ne serait jamais aussi impoli. Noah lui ordonne alors de leur donner la raison et Maverick explique « Holdjoy a également subi d'importants dégâts d'inondation l'année dernière, alors par la bonté de son cœur, l'empereur leur a accordé une année entière d'exonération fiscale. » Cela signifie qu'il devrait avoir de l'argent supplémentaire en n'ayant pas payé d'impôts, et c'est l'avis de Maverick qu'il devrait utiliser cet argent pour le travail de Marley. Marley a déjà entendu cette excuse et craint que Noah ne cède, mais il est choqué quand Noah se fâche réellement. Noah se demande si Maverick le sous-estime, car il ne considérerait jamais cela comme une bonne raison. Holdjoy a eu une inondation, alors l'empereur leur a accordé une exonération fiscale parce qu'ils n'avaient pas d'argent pour payer. Maverick parle comme s'ils avaient cet argent, mais il n'a jamais existé. Noah dit qu'il va demander une dernière fois, alors il demande à Maverick s'il le sous-estime. Maverick est surpris et dit que la vérité est qu'il ne peut pas envoyer l'argent tout de suite. Il semble inventer une excuse sur le champ, disant que la raison a à voir avec l'empereur lui-même. Il explique qu'actuellement, il y a un projet de construction pour la résidence d'été de l'empereur. L'empereur n'est plus jeune, il devrait donc passer ses étés loin de la chaleur, dans un endroit un peu plus frais. C'est simplement une retraite, mais c'est pour l'empereur, alors ils ont décidé de lui construire une villa royale. Cela signifie construire une ville entière que l'empereur pourra fièrement appeler sa villa, et cela nécessite une somme d'argent colossale. Marley entend qu'il implique l'empereur et craint que Noah ne cède cette fois, mais Noah le choque une fois de plus. Noah interrompt l'explication de Maverick et lui dit de se taire. Noah affirme que Maverick commet un crime grave contre la famille royale et Maverick est terrifié. Dire qu'ils n'ont pas assez d'argent est ridicule et Noah se demande si Maverick prend l'empereur pour un imbécile. C'est la dernière chose que Maverick veut qu'il pense, alors il s'excuse pour le malentendu. Noah lui dit simplement de distribuer les fonds et menace de faire appel à l'empereur lui-même s'il ne le fait pas. Maverick est terrifié par cela, alors il dit qu'il fournira immédiatement des fonds à Holdjoy. Marley est complètement choqué car Noah a fait céder le ministre des Finances sans lever le petit doigt. Il dit à Noah que sa façon de négocier est brillante. Il a piégé Maverick dans ses mensonges et contradictions avec une maîtrise verbale. Noah a toute son admiration et tout ce qu'il peut faire maintenant est de s'incliner devant lui. Marley le remercie, promettant de revenir Fissa pour les mesures anti-inondation. À peine parti, on informe Noah que l'empereur désire le rencontrer. Sa Majesté le félicite, ayant vent que Noah a remis Maverick à sa place lors d'une négociation. C'est tout frais, alors Noah se demande comment l'empereur est déjà au parfum. Noah, d'une humilité déconcertante, répond qu'il n'a fait que ce que tout un chacun aurait fait. L'empereur acquiesce, mais précise que ce qui semble naturel n'est pas toujours si simple à accomplir. Nombreux sont les beaux parleurs, maîtres dans l'art de la flatterie, et rares sont ceux qui agissent juste avec une telle aisance. L'empereur pose une main sur la tête de Noah, ajoutant que ses actions sont carrément bluffantes pour un gamin de 6 ans. Il constate que le Léviathan a rapetissé et il est épaté que Noah ait réussi à le dompter. Cette épée magique traîne une histoire des plus sombres, alors l'idée que Noah la maîtrise totalement est tout simplement prodigieuse. Noah sait de quoi il retourne, car s'il n'avait pas stoppé le Léviathan l'autre jour, il aurait fait un carnage à la fête. L'empereur juge bon que Noah apprenne quelques techniques pour manier l'épée et a donc fait venir un maître d'armes. Il s'appelle Damian Noble, le plus grand bretteur de l'Empire. On raconte que nul ne peut rivaliser avec son talent et Noah promet d'apprendre tout ce qu'il pourra. Noble demande un duel immédiat avec Noah, ce qui surprend l'empereur car Noah n'y connaît encore rien en maniement d'épée.
Noble le rassure, il ne compte qu'observer l'aptitude de Noah, pas sa technique. L'empereur donne son feu vert et Noah comprend que ce gaillard jouit manifestement de la pleine confiance de son père. Le duel débute. Noble invite Noah à l'attaquer comme bon lui semble. Noah se prépare et s'étonne de sentir le Léviathan frémir d'excitation. Les deux adversaires s'entrechoquent et Noah perçoit les souvenirs du Léviathan affluer en lui. Ce sont les souvenirs de tous ses anciens maîtres, y compris leur prouesse au combat. Noah réussit à arracher l'épée des mains de Noble et il en conclut que c'est bel et bien une épée magique qui choisit son propre porteur. Ses anciens propriétaires devaient être de sacrés virtuoses et maintenant Noah manie cette puissance. Noble s'excuse auprès de l'empereur, avouant n'avoir rien à apprendre au prince. La force et la vitesse de Noah sont celles d'un enfant, certes, mais il l'a désarmé par la seule technique. Si Noble n'a rien à lui apprendre, c'est que Noah possède déjà la maîtrise d'un grand épéiste. L'empereur ne peut que rire, encore une fois ébloui par son fils, décidément hors du commun. Il a une illumination. Noah sera juge pour l'examen de sélection des chevaliers de cette année. Personne de mieux qualifié selon lui et Noah accepte. Cet examen est un événement annuel attirant des participants des 4 coins de l'Empire. Pour cet empire, une nation de guerriers qui vénère sa puissance militaire, la voie du guerrier est le seul chemin vers la gloire. Lors de l'examen, les vainqueurs des éliminatoires régionales se retrouvent dans la capitale pour les ultimes affrontements. Le vainqueur décroche le titre de chevalier et intègre aussitôt les hautes sphères de la société. La première mission du nouveau chevalier, devenir le subordonné du juge en chef. Cela signifie que Noah aura un puissant chevalier sous ses ordres et il s'en réjouit d'avance. Avec un chevalier talentueux à son service, Noah sait qu'il deviendra encore plus redoutable. Impossible de dire à quel point cela dopera ses stats et il brûle d'impatience de le savoir. La première décision du juge en chef concerne le mode de jugement. Tournoi toute ronde ou élimination directe. Noah, lui, n'a qu'une seule requête. Il veut purement et simplement abolir les éliminatoires régionales. Ainsi, il pourra juger ici, dans la capitale, et tout superviser de visu. L'empereur, perplexe, demande pourquoi. Noah explique que leur nation est immense, il ne peut pas surveiller toutes les éliminatoires régionales et il ne voudrait pas qu'un candidat prometteur soit écarté pour une raison bidon. Il ne veut laisser aucune chance au hasard, ni passer à côté d'un talent. L'empereur, enchanté, donne carte blanche à Noah. Plus tard, Noah se demande si le village de Zoé compte des participants à l'examen des chevaliers. Zoé confirme qu'un seul candidat est envoyé chaque année par leur village. Noah explique qu'il a aboli les éliminatoires régionales cette année, permettant à son village d'envoyer davantage de participants. Zoé est décontenancée et Noah s'interroge sur son malaise. Elle prétend que ce n'est rien, mais Noah sent bien qu'elle a quelque chose sur le cœur. Il la rassure. Peu importe, il veut juste savoir ce qui lui trotte dans la tête. Zoé explique que leur village n'envoie qu'un seul challenger, faute de pouvoir couvrir les frais de voyage et de logement. Tout est plus cher dans la capitale et il faut les dons de tous les villageois pour n'envoyer qu'un seul représentant. C'est précisément le genre d'info que Noah cherchait, car cela pourrait entraver sa quête du meilleur compétiteur. Noah veut choisir parmi un maximum de candidats et il serait dommage de passer à côté d'un talent pour une telle raison. Pas question qu'un seul challenger du royaume soit écarté. Il annonce qu'il prendra en charge tous les frais de voyage et de logement. Zoé fait remarquer que ça coûterait une fortune, mais Noah a déjà un plan. Il ordonne à Dylan de recenser les maisons vacantes de la capitale et de toutes les acquérir. Si ça ne suffit pas, on bâtira un dortoir. Pour les repas, il demande à Dylan de contacter tous les marchands avec lesquels ils ont des accointances. Noah ajoute qu'il ira même discuter avec certains personnellement et Zoé est encore une fois ébahie. Quelque temps après, Noah n'en revient pas en voyant la note pour toute la nourriture destinée à tous les participants. C'est bien moins cher qu'il ne l'imaginait. Alan explique qu'ils ont accordé une ristourne colossale car c'est une requête du 13e prince. Noah n'est pas dupe, il est certain qu'Alan lui ment. Les marchands ne font pas de cadeaux par pure charité, alors Noah se demande ce qu'Alan lui veut. Noah a encore vu juste et Alan n'en revient pas qu'un gamin de son âge saisisse si bien les ficelles du monde. Alan crache le morceau et révèle ses intentions. Il existe un examen de recrutement pour le palais d'une ampleur similaire à celui des chevaliers. Alan veut y placer une jeune femme, mais la tâche est ardue. Noah comprend, si Alan avait un contact au palais, il serait le premier informé. Et si elle était désignée pour passer des nuits avec l'empereur comme favorite, les bénéfices seraient tout bonnement incalculables.
Alan ne veut pas que Noah y voie un ultimatum, il a déjà envoyé un petit présent au manoir de Noah. Noah comprend que c'est une avance pour son aide et en conclut qu'Alan est un sacré malin. Noah accepte d'intercéder pour la jeune femme, mais seulement si elle lui plaît. Alan est fou de gratitude, mais Noah insiste, il faut que ce soit une personne qui l'approuve de tout cœur. Alan promet de choisir une jeune femme à la hauteur des exigences de Noah, puis il révèle autre chose. Il dit que Noah est d'une gentillesse inouïe et d'une perception très fine. Cela le place au-dessus de tous à ses yeux, et c'est pourquoi il voudrait ajouter le blason du 13e prince à l'enseigne de sa boutique. Cela signifie qu'il est prêt à se vouer corps et âme au service de Noah. Ce dernier doit donc lui faire comprendre qu'il ne tolérera aucune trahison. Alan jure fidélité et Noah accepte ses services. Cette nuit-là, Noah médite sur l'augmentation de ses stats depuis qu'il a accepté Alan comme subordonné. L'accroissement est lié aux capacités de l'individu, donc Noah se dit que s'il continue sur cette lancée, il peut devenir encore plus puissant. À cet instant, Noah constate qu'une de ses stats a chuté. La stat d'eau est passée de double S plus à un simple S, il craint donc un problème en Almeria. Jugeant l'affaire urgente, il demande à Zoé d'ordonner à son cocher de filer au palais impérial. Noah informe l'empereur d'un bouleversement en Almeria et l'empereur s'étonne de sa prescience. On dirait qu'il était déjà au courant, mais sa majesté explique qu'il a simplement perçu les signes avant-coureurs. Avant que Noah ne puisse s'expliquer, un messager arrive annonçant à l'empereur les derniers événements. Une rébellion a éclaté en Elmeria et l'empereur est bluffé que Noah ait pu le pressentir. Il demande à Noah quelle est l'ampleur de la rébellion. Noah y réfléchit. Son double S est passé à un simple S, soit une seule baisse de rang sur plusieurs. Noah estime que la rébellion est, pour l'heure, de faible ampleur et l'empereur confirme son intuition. Il révèle que le rapport fait état de 5000 rebelles. Leurs effectifs sont minces et l'empereur se demande si Noah compte s'en occuper personnellement. Il est surpris quand Noah déclare que ce serait impossible. Noah explique qu'il est encore jeune et inexpérimenté au combat, les soldats ne l'écouteraient déjà pas. Si un prince doit mater cette rébellion, Noah estime que ce devrait être l'un de ses frères aînés. Ce n'est pas la réponse attendue par l'empereur, car Noah a analysé la situation avec une telle objectivité avant de refuser. L'empereur décide de se fier à son jugement et lui demande quel frère il recommanderait. Noah pense qu'Henri serait le meilleur choix. L'empereur, lui, trouve Henri parfois un peu compliqué et s'interroge sur ce choix. Noah fait remarquer que les rebelles sont peu nombreux, la meilleure approche est donc une répression frontale. Henri est le plus avisé de ses frères, donc le plus apte à cette tâche. L'empereur, impressionné par le choix de Noah, ordonne de faire venir Henri. En partant, Henri demande à Noah s'il est bien certain de sa décision. Mettre fin à la rébellion est un enjeu majeur, une occasion pour Noah d'accroître son prestige. Cet empire est une nation de guerriers, un grand fait d'armes serait donc un atout considérable pour Noah. Noah le sait, mais il est aussi conscient de son inexpérience. Même s'il s'en sortait seul, il est certain que de nombreux soldats y laisseraient leur peau. Noah estime qu'il vaut mieux confier cela à un plus expérimenté pour épargner des vies, ce qui prime sur son statut. À cet instant, le Léviathan se met à luire. L'ennemi est là. Il ordonne à la calèche de s'arrêter, réfléchissant à la réaction du Léviathan. Il comprend que l'ennemi le vise et il refuse d'impliquer son frère. Noah bondit aussitôt dehors, se jetant, surprise générale, droit dans le danger. Cela active un piège aquatique qui l'attendait et tous sont horrifiés de le voir englouti par les flots. Les assaillants se révèlent pour profiter de la situation, mais sont sidérés de voir Noah se défendre avec plusieurs boucliers. Noah en conclut qu'ils sont des mages de l'eau, donc des rebelles d'Almeria. Ils se ruent sur notre héros, mais Noah les élimine avec une précision chirurgicale. Ses talents sont éclatants, il fait des rebelles une bouchée. Ils n'en reviennent pas, Noah n'est qu'un gamin. Mais il est trop tard, ils sont tous vaincus. Henri constate que Noah a sacrément gagné en force depuis leur dernière rencontre. Regrettant de ne pas avoir pu interroger les rebelles, Noah révèle à la surprise générale qu'il ne les a pas tués mais simplement assommés par la menace du Léviathan. Henri confirme qu'ils sont bien vivants, mais cette attaque l'a pris de court. Il savait l'armée rebelle axée sur la cavalerie, mais ignorait la présence de ses combattants. Étrange pour Noah, car Almeria n'a pas de grandes ressources en chevaux de guerre. Ils doivent les obtenir d'ailleurs, et une idée germe en lui. Il retrouve Alan, qui fait des affaires aux alentours d'Almeria. Ce qu'il va lui dire est top secret. Noah prévient:
S'il ébruite ça, il peut se considérer comme un homme mort. Alan comprend. Noah révèle alors qu'une rébellion secoue Almeria. La cavalerie est le fer de lance de leur force, mais Almeria était mal équipée pour entretenir tant de chevaux de guerre. Noah donne 10 000 rennes à Alan et lui ordonne d'acheter tout le fourrage d'Almeria. La région, mal pourvue en chevaux, n'aura pas de quoi les nourrir. En coupant leurs vivres, ils neutraliseront la cavalerie. Alan est sidéré par l'idée géniale de Noah et promet de s'y mettre sans tarder. Noah est certain que ça marchera, facilitant grandement la tâche de son frère. Plus tard, le roi révèle qu'ils ont tiré des infos des types qui ont tenté d'éliminer Noah. Il s'avère qu'ils voulaient en fait le kidnapper pour l'utiliser comme monnaie d'échange. Noah se demande s'ils n'ont pas craqué trop vite et soupçonne un mensonge. Le roi est encore une fois épaté par l'intelligence de Noah, mais rappelle qu'il existe des méthodes pour faire parler les gens. Noah, peu familier avec les joyeusetés de la torture, fait simplement confiance à son père. Le roi est impressionné, ayant appris que Noah visait les chevaux rebelles. Cela choque Noah car il venait tout juste d'en parler à Alan. Le roi l'avait déjà pris de court, mais là c'était encore plus fulgurant. Le roi explique que les tactiques de famine sont monnaie courante et Albert, le second prince, a même proposé d'affamer les rebelles eux-mêmes. Noah, lui, a compris seul que cela pousserait les rebelles à s'en prendre aux civils et a préféré affamer leur monture. Le roi n'est pas seulement impressionné par les idées de Noah, mais aussi par sa capacité à les concrétiser. Le roi veut récompenser Noah et l'autorise à ajouter une épée à son blason. Noah est sidéré et nous explique l'importance capitale de ce geste. Dans cette nation de guerriers, l'épée est le symbole même du combattant. Ajouter une épée sans l'aval du roi est un sacrilège, passible de la peine capitale. Mais obtenir la permission impériale d'en arborer une, c'est l'un des plus grands honneurs qu'un homme puisse espérer. Le roi ordonne la confection du nouveau blason, et Noah remercie son père. Plus tard, Alan explique avoir collecté une mine d'informations sur le fourrage. Il connaît chaque type importé et tout acheter sera un jeu d'enfant. En outre, Alan a découvert le chef des rebelles, un certain Carfun. Il est d'une ténacité redoutable, prêt à tout pour parvenir à ses fins. L'intendant de Jas arrive, annonçant un homme blessé à la porte principale. Il a un rapport urgent et se présente comme un officier d'Almeria. Il annonce une rébellion, révélant que son supérieur a fomenté un soulèvement. Incapable d'y prendre part, il a fui pour informer Noah de la situation. Alan a pitié du type car Noah est déjà au courant, mais Noah reste magnanime. Il remercie l'homme pour l'info et fait soigner ses blessures par sa servante. Noah lui offre même 1000 anneaux et Alan n'y comprend rien. Noah connaît déjà la rébellion, cette information ne lui était donc d'aucune utilité. Mais Noah s'en fiche, il sait que ce type a risqué sa peau pour le prévenir. Une telle loyauté est rare et Noah voulait simplement la saluer. Plus tard, nous voyons Zoé, très perturbée, se rendre auprès de Noah. Elle s'écroule à terre et lui tend une petite bourse. À l'intérieur, 500 rines, Zoé révèle qu'un inconnu le lui a remis. En échange, ils lui ont demandé de faire boire un puissant somnifère à Noah. Elle devait le mélanger à sa boisson, puis leur livrer Noah une fois endormi. Noah comprend. Ce sont les rebelles, ils veulent clairement l'enlever. Zoé ne peut que pleurer, incapable de trahir Noah. Noah comprend parfaitement et la récompense. Ils ont tenté d'acheter sa trahison pour 500 rennes, mais elle n'a pas cédé. Rien n'est plus précieux pour Noah que la loyauté. Il ajoute donc un 0 à la somme qu'on lui a offerte. Zoé est sidérée. 5000 rennes, elle refuse d'accepter tant d'argent. Noah lui dit qu'elle n'a pas le choix et elle remercie son généreux maître. Noah révèle qu'il a une mission pour elle et elle assure qu'elle fera tout. Noah la sidère en annonçant qu'il va boire la drogue qu'on lui a donnée. Une fois endormi, il veut que Zoé le mène au commanditaire. Zoé n'en croit pas ses oreilles. Noah lui dit qu'elle devra ensuite fuir et se cacher. Ils tenteront de la faire taire si elle traîne, mais sa mission sera accomplie. Zoé n'a aucune idée de la raison de cette demande, mais nous voyons que Noah a un plan. Noah se réveille, groggy, et entend les rebelles se demander s'ils doivent l'achever. Leur chef leur a dit de n'agir ainsi qu'en dernier recours, alors ils le laisseront vivre pour l'instant. Noah est ligoté, mais on voit qu'il a dissimulé son épée dans son oreille. Il la sort, soulagé de constater que ses geôliers n'ont pas pris sa bague. Noah utilise le pouvoir de son anneau pour trancher la corde et se libère.
Ses yeux s'adaptent à l'obscurité, il comprend qu'il est à l'arrière d'un chariot. Noah veut savoir ce qui s'est passé après son sommeil et ordonne au Léviathan de lui montrer ses souvenirs. Cela lui montre l'arrivée des rebelles et comment Zoé a pu s'échapper de justesse. Noah voit leur nombre et comprend désormais parfaitement la situation. Noah est prêt, il se révèle à tous les rebelles. Ils ne sont pas très impressionnés, persuadés que c'est le grand frère de Noah qui l'a sauvé des autres rebelles. Ils se préparent au combat, mais Noah en met un hors d'état de nuire en un clin d'œil. Les rebelles sont sous le choc et Noah est déçu. Il espérait tirer des infos de ces types, mais il sait maintenant que ce ne sont que des sous-fifres. Insultés, ils l'attaquent tous en même temps, mais Noah est bien trop doué. Il leur met une raclée et le combat est plié quasi instantanément. Zoé arrive peu après accompagnée de plusieurs chevaliers. Noah s'interroge sur le sens de tout ça et elle ne peut que s'excuser. Elle sait qu'il lui a dit de se cacher, mais elle s'inquiétait, alors elle a ramené les chevaliers pour le secourir. Il est clair qu'il n'avait pas besoin d'aide et tous les chevaliers sont sidérés que Noah ait vaincu tous ces rebelles seul. Noah ordonne au capitaine des chevaliers de gérer les rebelles, mais il remarque un détail quand l'épée d'un rebelle tombe. Noah intime d'urgence aux chevaliers de ne pas y toucher et à tous de s'en éloigner. Cette dague est nimbée de ténèbres et Noah est sidéré par la malice qu'elle dégage. Grâce à son Léviathan, il perçoit que cette arme est aussi maudite. Elle est imprégnée d'une sorcellerie maléfique, gorgée de la haine de son maudisseur. Cette dague est nimbée de ténèbres et Noah est sidéré par la malice qu'elle dégage. Grâce à son Léviathan, il perçoit que cette arme est aussi maudite. Elle est imprégnée d'une sorcellerie maléfique, gorgée de la haine de son maudisseur. Noah voit une image de cette personne et une idée lui vient. La malédiction semble liée à elle, alors il se demande si son Léviathan peut agir. Sentant que son épée en est capable, Noah lance le processus. Une puissance immense jaillit alors du Léviathan sous forme d'eau s'élançant vers le ciel. Elle atteint même l'espace avant d'éliminer sa cible avec une précision redoutable. Le lendemain, l'empereur, à la surprise générale, s'agenouille pour féliciter Noah. Il vient d'apprendre la grande nouvelle. La nuit dernière, le chef des rebelles a été transpercé à la tête par un pilier d'eau sorti de nulle part. L'empereur n'en est pas certain, mais il suppose que c'est l'œuvre de Noah. Noah confirme, repensant à son acte, il a utilisé la haine de la dague pour guider le Léviathan vers le chef rebelle, un tir de précision à longue distance. C'était un exploit incroyable et Noah était juste ravi que ça ait marché. Après la perte de leur chef, l'armée rebelle fut rapidement réprimée par Henri. Presque tous les responsables ont été arrêtés et l'empereur doit maintenant décider de leur châtiment. Tous dans la salle d'audience attendent sa décision, qu'il finit par rendre. Il ordonne à ses hommes de préparer les chevaux pour écarteler les coupables. Le roi dit à Noah d'attendre car les rebelles paieront cher leur crime d'avoir osé se rebeller sur ces terres. C'est alors que, stupéfaits, tous entendent Noah dire qu'il ne devrait sans pas faire ça. L'empereur exige des explications et Noah répond que les rebelles doivent être punis selon la loi. Selon la loi impériale, les chefs rebelles sont coupés en deux à la taille. Les soutiens et complices de 3e degré sont pendus et les autres décapités. La punition suggérée par l'empereur n'existe pas dans les lois de cet empire. L'empereur souligne que ces coupables ont sali le nom de Noah. Leur châtiment devrait donc être à la hauteur. Noah ne se laisse pas influencer et explique pourquoi c'est une si mauvaise idée. Si l'empereur enfreint la loi en les punissant illégalement, cela pourrait semer le chaos dans la suprématie royale. La tension monte, tous craignant la colère de l'empereur, mais il est en fait impressionné par la logique implacable de Noah. Il réalise son erreur et félicite Noah de l'avoir corrigé. L'audience est sidérée, l'empereur vient de reconnaître la justesse du jugement de Noah au détriment du sien. Non satisfait d'une punition trop clémente, il ordonne que les coupables soient châtiés avec la plus grande rigueur de la loi. Il demande si Noah y voit un problème, et Noah répond que c'est parfait. L'audience est stupéfaite par le courage de Noah qui a contredit l'empereur en personne sans même scier. L'empereur déclare que Noah l'a empêché de ternir le nom de l'Empire dans l'histoire. Il doit donc être récompensé. Il décide de lui accorder un titre pour que son ingéniosité soit reconnue de tous. Pour cela, l'empereur confère à Noah le titre de sage. L'audience halète d'étonnement, le prince a un nouveau titre, du jamais vu. Ce changement apparaît sur l'écran de statut de Noah, son titre passant de 13e prince à prince sage.
L'empereur lui fait ensuite le plus grand des compliments, souhaitant que Noah soit né un peu plus tôt. L'audience éclate en applaudissements, acclamant le prince sage. Le roi rappelle à Noah que la sélection des chevaliers approche et lui demande s'il a décidé comment il la jugera. Noah révèle qu'il a un plan, qu'il lui montre après le procès. Noah fait entourer par plusieurs gardes, chacun avec un seau d'eau. Il leur ordonne de commencer et les gardes se mettent à lui lancer l'eau. L'anneau de Noah agit immédiatement, invoquant un bouclier qui bloque chaque attaque. Noah explique qu'il fera attaquer les participants ainsi et les jugera selon la proximité de leurs coups. L'empereur déclare que c'est encore une idée brillante de Noah car cela réduira sa charge et facilitera le jugement. Il souligne cependant que cette stratégie n'est pas sans risque. Si un concurrent est assez puissant pour briser les défenses de Noah, nul ne sait ce qui arrivera. Noah impressionne son père une fois de plus, affirmant qu'il est également prêt à gérer cette situation. L'empereur accepte le plan du prince sage et Noah remercie son père. Quelque temps après, le premier ministre, Noïchil, se demande si les paroles de l'empereur étaient judicieuses. Devant tous, il a dit à Noah qu'il aurait souhaité qu'il naisse plus tôt. Cela signifie que Noah serait le favori pour le trône s'il était né plus tôt, ce qui pourrait créer des tensions entre les frères. L'empereur n'y voit aucun problème car Noah méritait ses éloges. Non seulement il lui a tenu tête devant tous, mais Noah a aussi éliminé le chef ennemi sans même aller sur le champ de bataille. De plus, cette épée magique qu'il possède semble vraiment détenir un pouvoir terrifiant. C'est alors que le roi interpelle un certain Cruz et lui demande d'apporter quelque chose. Le roi semble cacher un secret en expliquant que la légende dit que le véritable sceau du Léviathan ne doit jamais être brisé. Ce serait incroyablement dangereux, mais l'empereur se demande quel serait le résultat si c'était Noah qui le libérait. Quelque temps plus tard, nous voyons que la compétition des chevaliers bat son plein et plusieurs guerriers y participent encore. L'examen de sélection des chevaliers est le plus grand événement annuel de l'Empire, attirant l'attention de tous. Cette année, il a particulièrement retenu l'attention car c'est la première fois dans l'histoire qu'un prince y officie comme juge. Une foule immense s'est rassemblée pour voir Noah qui se prépare à tester un autre guerrier. L'examiné tente désespérément de porter un coup, mais le bouclier de Noah est trop puissant. Il bloque chaque frappe et l'épée de l'examiné finit par se briser. L'audience est stupéfaite car plusieurs guerriers ont essayé, mais aucun n'a réussi à briser les défenses de Noah. Non loin, on informe le roi que l'examen de cette année est jugé bien plus passionnant que les précédents. Le roi rappelle à Cruz que l'examen de sélection des chevaliers sert à choisir un soldat digne. Seul le résultat compte et il a hâte de voir quel genre de combattant Noah choisira. Le prochain examiné possède un pouvoir incroyable et tous le regardent, stupéfaits, libérer une décharge d'énergie. Tous sont sous le choc cependant car Noah se défend facilement de cette attaque aussi. L'examen d'aujourd'hui touche bientôt à sa fin et Noah est déçu de n'avoir trouvé aucun candidat remarquable. La prochaine épreuve sera la dernière de la journée, alors la dernière examinée s'avance. Son attaque est bien sûr bloquée, mais Noah est pris au dépourvu quand elle parvient à percer son bouclier. La jeune fille déclare qu'elle n'a pas fini et de manière choquante, elle réussit à briser les défenses de Noah. La foule regarde avec horreur sa lame transpercer Noah et elle est arrêtée. Personne ne peut croire qu'elle ait réussi à blesser le prince et tous disent que la loi va s'abattre lourdement sur elle. C'est alors que, stupéfaits, tous voient Noah ordonner aux gardes de relâcher la jeune fille. Elle s'appelle Shirley et tous regardent, émerveillés, Noah lui dire qu'elle a réussi. Personne n'y croit, elle vient de le blesser, mais Noah affirme qu'elle est absolument digne. Plus tard, Noah aimerait savoir d'où Shirley tient son armure et elle explique qu'elle est transmise dans sa famille depuis des générations. Shirley se demande quelle punition elle recevra pour l'avoir blessée, mais Noah sait qu'elle ne l'a pas fait exprès. C'est Noah qui a dit au guerrier de l'attaquer, il ne lui en veut donc pas d'avoir simplement obéi. Noah lui dit de refaire la même attaque tout de suite, mais Shirley s'est prise par surprise. Noah souligne qu'elle est chevalier, elle doit donc simplement suivre ses ordres. Shirley obéit et Noah bloque son attaque à nouveau. Il lui dit d'essayer de percer comme avant, mais Shirley est stupéfaite, le bouclier ne bouge pas d'un pouce. Elle ne comprend pas ce qui se passe, alors Noah explique que c'est ce qu'il aurait pu faire s'il avait vraiment voulu bloquer son attaque. Le travail d'un chevalier est d'obéir aux ordres, et Noah voulait juste voir si elle les exécuterait fidèlement. La raison pour laquelle il l'a laissé briser son bouclier plus tôt, c'est qu'il a besoin d'un chevalier qui ne se retiendra pas par peur de ce qu'il pourrait faire. Shirley l'a attaqué 2 fois sans retenue, il estime donc qu'elle a ce qu'il faut.
Shirley est émerveillée par sa détermination à trouver le chevalier parfait, elle lui jure donc une loyauté éternelle. Noah jette un œil à son écran de statut et constate que parmi tous, Shirley a le plus augmenté ses statistiques. Elle n'est qu'une personne, mais l'ajouter à son armée lui a donné un bonus F pour plusieurs attributs. C'est alors que le Dr Good arrive pour soigner la blessure de Noah. Shirley n'a jamais vu un médecin comme lui, alors Noah se demande ce que font les gens de son village quand ils sont blessés. Shirley explique que leurs anciens prient simplement pour eux, et le Dr Good dit que c'est assez courant dans les villages pauvres. Noah sait que le moyen le plus rapide de devenir médecin est de commencer comme apprenti, alors une idée lui vient. Il donne à Shirley son premier ordre et lui dit d'amener les personnes les plus intelligentes et travailleuses de son village. Noah dit ensuite au Dr Good qu'il en prendra quelques-uns comme apprentis. Shirley est stupéfaite par cette gentillesse et Noah dit même qu'il prendra en charge toutes les dépenses. Il dit à Shirley d'amener quiconque est à la hauteur pour devenir médecin car il veut qu'il soigne les autres habitants de son village. Shirley est complètement sans voix et elle ne peut que remercier le prince. Noah lui dit simplement que les chevaliers ne s'inclinent pas ainsi, elle devra donc revoir son étiquette chevaleresque. Plus tard, Shirley se prépare à commencer son travail de chevalier et croise quelques servantes. Elle se demande quel genre de dame le prince pourrait vouloir comme épouse, alors Shirley souligne qu'il est encore assez jeune. Elles expliquent que les choses sont différentes pour la royauté, car les autres princes étaient tous mariés avant leurs 15 ans. Les servantes réfléchissent à qui ils pourraient épouser et énumèrent quelques princesses des royaumes voisins. Shirley est stupéfaite, mais une des servantes explique que c'est à quel point Noah est devenu populaire. Il n'y a pas de prince plus gentil que lui, et les autres servantes soulignent que Zoé s'est beaucoup rapprochée de lui. Elle a même commencé à apprendre la magie, et tout ça grâce à Noah. Ensuite, Noah reçoit le rapport sur l'examen de sélection des chevaliers de cette année. Maintenant qu'il est terminé, grâce à la méthode de sélection de Noah, tous les nouveaux chevaliers de cette année sont excellents. Le capitaine des chevaliers dit que tous sont très reconnaissants du rôle que Noah a joué pour les amener là, et Noah est reconnaissant aussi. Il demande à Shirley d'escorter le capitaine dehors et elle le remercie de leur visite. Le capitaine est impressionné par son aplomb et réalise vite quelque chose. Il explique que Noah l'a envoyé raccompagner un autre chevalier dans le cadre de son entraînement et Shirley n'arrive pas à croire que Noah pense si loin. Le capitaine lui dit qu'elle ne se trompera jamais tant qu'elle restera avec Noah, alors elle ferait mieux de travailler dur. Plus tard, Noah organise une autre fête et Alan le félicite pour le succès de l'examen. Noah cependant dit que cette fête est en fait pour les remercier de l'avoir aidé et il leur dit de s'amuser. Noah explique que tous ici sont des marchands et qu'ils ont tous des liens profonds avec la maison du 13e prince. Noah a tout organisé pour lui, alors Alan promet de cultiver autant de relations qu'il le peut. C'est alors que Zoé révèle qu'un message a été envoyé à Noah. Il n'y a rien d'écrit sur l'enveloppe et le garde à la porte a dit que la personne qui l'a livré s'est enfuie. Les filles s'inquiètent quand Noah l'ouvre et même le Léviathan commence à réagir. Noah dit à tout le monde de se calmer et il lit la lettre. Elle révèle des mouvements inquiétants parmi les restes des rebelles d'Almeria. Noah n'est pas sûr de ce que cela signifie et la personne qui a livré le message est retournée enquêter sous couverture. C'est alors que Noah réalise que ce doit être la même personne qui a risqué sa vie pour lui faire un rapport. Le gars a finalement découvert que Noah était déjà au courant de la rébellion et Noah l'a quand même récompensé. Les filles ont déterminé qu'il devait faire cela pour rembourser cette dette. Les filles pensent que c'est honorable, mais Noah souligne que c'est en fait très grave. Jouer les espions sans formation est trop dangereux et la vie du gars sera finie s'il est découvert. Henry devrait toujours être dans la zone, alors Noah dit qu'il demandera à son frère d'arrêter le gars. Malheureusement, quelques temps plus tard, Noah est informé de la terrible nouvelle. Le soldat a été découvert comme espion et torturé. Il a refusé de donner des informations, alors ses ravisseurs n'ont montré aucune pitié. Les soldats d'Henry ont pu le récupérer, mais il est toujours inconscient. Noah s'en veut, car s'il avait réalisé tout cela plus tôt, il aurait pu arrêter le gars. Noah prend une décision, alors il dit à Zoé de transmettre un message pour lui. Il veut que tout le monde à Almeria sache qu'il ne ménagera aucune dépense pour s'assurer que le gars soit protégé. Noah ne peut que penser à l'incroyable loyauté de ce type et aucune information ne vaut le sacrifice de quelqu'un comme lui. Ensuite, Noah cherche un cadeau pour remercier Henry de tout ce qu'il a fait. On montre à Noah plusieurs objets inestimables et Shirley est stupéfaite car elle n'a jamais vu autant de trésors incroyables. Quelque chose attire l'œil de Noah car ça ne ressemble pas aux autres objets. Le marchand est très impressionné car Noah a su dire quel était l'objet le plus précieux d'un seul coup d'œil. Le marchand révèle ce qui se cache sous la bâche et Noah est émerveillé par ce qu'il voit. Le marchand explique qu'elle a été laissée par une artisane d'une habileté rare nommée Lindsay.
C'est considéré comme un art perdu car il n'existe plus que 2 statues de déesses comme celle-ci. Noah l'aime beaucoup, alors il propose de payer 10 000 anneaux pour elle. Le frère de Noah, Oscar, arrive et explique qu'il est à la recherche d'un beau trésor. Il remarque la statue de déesse en verre et reconnaît immédiatement qu'elle a été faite par Lindsay. Il n'en existe que 2 et Oscar révèle qu'il possède l'autre. C'est alors que Noah choque tout le monde, brisant la statue en 1000 morceaux. Tous pensent qu'il a perdu la tête, mais Noah leur dit de ne pas s'inquiéter. Il paie quand même le marchand pour cela et révèle ses véritables intentions. Noah dit que la 2e statue a été trouvée mais qu'elle était juste cassée. Cela signifie qu'il n'en reste qu'une seule et il dit au marchand de répandre cette rumeur en ville. Oscar est stupéfait car cela augmentera considérablement la valeur de sa statue de déesse. Oscar dit qu'il n'a atteint ce genre de sagesse qu'à l'âge adulte, il est donc très impressionnant que Noah ait pu y penser immédiatement. Ensuite, Shirley souligne que ce n'est que des surprises depuis qu'elle le sert. Noah a détruit un trésor sans hésiter et tout ça pour aider son frère. Noah explique que cette statue n'était qu'un objet et les vrais trésors ne sont pas comme ça. Les trésors auxquels Noah tient vraiment sont les gens qui risquent leur vie pour lui apporter des informations, ceux qui travaillent le plus dur pour être à la hauteur de ses attentes et ceux qui lui jurent fidélité. Les objets de ce monde ne signifient rien pour lui, car ses habitants seront toujours les vrais trésors. Shirley est complètement sans voix et Noah dit que cela l'inclut. Elle est émerveillée par le jeune prince, alors elle jure de le suivre pour le reste de sa vie. 6 ans plus tard, nous voyons que Noah a bien grandi alors qu'il se prépare à quitter son manoir. Toutes les servantes lui souhaitent bonne chance et Noah sort avec ses fidèles compagnons. Noah a maintenant 12 ans et il se demande si quelque chose tracasse sa nouvelle servante nommée Gigi. Gigi explique qu'elle est juste surprise par toutes ces personnes dehors. Il y a une file de gens venus offrir des cadeaux d'anniversaire à Noah et la file n'est toujours pas finie après 3 jours entiers. C'est en fait assez normal pour le prince et ça a même duré une semaine entière l'année dernière. Noah ne peut pas non plus se contenter de recevoir les cadeaux car l'objet reçu et son expéditeur doivent être enregistrés en détail. Noah a maintenant 12 ans et il a été reconnu pour avoir pleinement maîtrisé le Léviathan. Noah est maintenant en poste au ministère des Affaires militaires qui préside l'armée impériale. Henry est le ministre des Affaires militaires et Noah va le rencontrer. Henry veut l'avis de Noah car le 4e prince, Rhys, a reçu un ordre impérial. Il est censé réprimer une rébellion à la frontière sud en commandant une armée et en démontrant la puissance de l'Empire. Noah connaît les nombreux actes de bravoure de Rhys et il est sûr que Rhys est assez talentueux pour diriger une armée. Noah dit qu'il n'a qu'une question et il surprend Rhys en lui demandant combien de soldats il dirigera réellement. Rhys hésite à répondre, alors Henry se demande s'il cache quelque chose. Rhys tremble de peur et ne peut que supplier le pardon. Henry exige de savoir ce qui se passe, alors Noah lui explique « Les forces impériales reçoivent des fonds en fonction du nombre de soldats enregistrés pour combattre. À cause de cela, il est assez courant pour les généraux d'enregistrer des non-soldats, comme des marchands et des collaborateurs, afin de garder l'argent supplémentaire pour eux. » Henry est furieux contre Rhys, mais Noah lui dit d'attendre un instant. Il ordonne à Rhys d'arrêter de se cacher et explique que ce qu'il a fait n'était pas si grave. Enregistrer beaucoup de soldats, même si ce n'est pas vrai, peut toujours servir de moyen de dissuasion. Henry convient que dire qu'on a une armée de 100 000 soldats pourrait aider à réprimer une rébellion même si ce chiffre n'est pas vrai. Henry est une fois de plus impressionné par la compréhension de Noah et il est clair pourquoi on l'appelle le prince sage. Noah souligne que cette situation est un peu plus compliquée car l'ordre de l'empereur était une victoire écrasante. C'est pourquoi Noah a demandé à Rhys l'étendue de son embellissement. Rhys révèle qu'il a enregistré 2000 soldats de plus qu'il n'en a, alors Noah leur dit de s'assurer qu'il en amène réellement autant. Noah lui donne une lettre qui garantira que Rhys reçoive le paiement et il dit que Rhys peut même garder ce qui reste. Rhys est stupéfait, mais Noah dit qu'en retour, il ne tolérera pas la défaite. Alors que les frères quittent la réunion, Henry réalise que Noah n'a pas encore connu la guerre. Noah confirme qu'il n'a jamais fait la guerre et il pense à son statut actuel. Même s'il a 12 ans maintenant, il est toujours au niveau 1. Pourtant, Noah se considère très chanceux car de nombreux bébés royaux ne survivent de pas longtemps après la naissance. Leurs vies sont généralement écourtées par ceux qui convoitent plus de pouvoir. Cela signifie qu'un prince est un héritier vivant précieux pour le trône. Ils ne sont donc pas autorisés à aller au combat jeunes. Ils doivent attendre d'avoir atteint l'âge adulte, à moins qu'un ordre impérial ne leur soit donné.
Henri souligne que Noah a 12 ans maintenant, ce serait donc une bonne idée d'acquérir de l'expérience avant de régner sur ces terres. Il rappelle à Noah qu'il a une épée magique, il doute donc qu'il ait beaucoup de difficultés. Noah n'est pas contre aller au combat et il dit qu'il n'hésiterait pas si l'empereur lui en donnait l'ordre. À ce moment précis, une jeune fille trébuche devant leur carrosse. Elle et d'autres orphelins sont poursuivis par des individus et finissent par être rattrapés. Noah ordonne aux hommes de laisser les orphelins tranquilles, mais l'un d'eux lui dit de ne pas s'en mêler, de rester en dehors de ça. Noah exige simplement que ces types lui montrent leur papier d'enregistrement, car il veut savoir ce qu'ils font là, quelle est leur activité. Il leur fait remarquer que le commerce d'esclaves non enregistrés est un crime grave et qu'ils seront punis selon la loi impériale, sans pitié. Les types traitent Noah de sale gosse et s'apprêtent à l'attaquer, mais c'est une énorme erreur, une bévue monumentale. Noah invoque le Léviathan et anéantit tous les voyous en un clin d'œil. Tous les passants sont stupéfaits, car Noah s'est comporté comme un véritable maître d'épée, un virtuose. Les orphelins pleurent car ils allaient être vendus comme esclaves quand un type étrange sort d'une ruelle sombre. Il explique qu'il gagne sa vie en vendant des orphelins, mais il hésite étrangement à révéler son nom à Noah comme s'il avait quelque chose à cacher. Noah se demande pourquoi, alors le type révèle que c'est parce qu'il travaille pour le premier prince Gilbert. Noah prend cela très au sérieux car cet individu le menace clairement en soulignant son affiliation avec le premier prince, une menace à peine voilée. Le type affirme qu'il ne veut pas faire de vagues, alors il dit à Noah de simplement faire comme s'il n'avait jamais rien vu de ce qui s'est passé ici. Noah demande à Henri s'il connaît cet individu, mais Henri répond par la négative, il ne le connaît pas du tout. Noah fait remarquer que ni lui ni son frère ne le connaissent, alors le type répond que c'est fait exprès, c'est voulu. Il commence à expliquer comment il travaille en secret, mais il se tait rapidement, glacé d'effroi quand Noah lui glace le sang d'un simple regard. Le pouvoir de Noah est si écrasant que le type s'effondre au sol, tremblant de peur. Noah passe immédiatement en mode gestion de crise, affirmant que l'homme prétendait faussement servir le premier prince, une pure invention de sa part. À ce moment-là, les passants réalisent rapidement que Noah est le prince sage, le fameux. C'est le vrai de vrai, l'authentique, alors ils croient chaque mot qu'il prononce. Noah fait emmener les voyous et ordonne à ses gardes de conduire les orphelins à son manoir en toute sécurité. Cette situation était plus complexe qu'il n'y paraissait, alors Henri affirme que Noah l'a géré parfaitement. Si ces types travaillaient réellement pour Gilbert, Noah ne pouvait pas les tuer. Cependant, s'il les laissait faire, le peuple penserait qu'il a permis le commerce d'esclaves clandestins, ce qui serait désastreux. La meilleure ligne de conduite était de les faire passer pour des menteurs et de laisser Gilbert s'en occuper lui-même, sans intervention. Henri est toujours admiratif de son frère car la façon dont il gère les choses le surprend toujours, sans cesse. Plus tard, Noah est informé que Gilbert a envoyé un messager, un émissaire. Gilbert voulait remercier Noah d'avoir attrapé les marchands d'esclaves, car après les avoir interrogés, ils ont découvert qu'ils utilisaient faussement son nom pour mener leurs affaires. Gilbert avait l'intention de les envoyer au tribunal, mais ils ont fini par se suicider, se donnant la mort avant le jugement. Noah en sait plus, et il suppose que Gilbert a bel et bien ordonné à ses hommes de gérer le commerce d'esclaves clandestins. Henri le confirme et explique que Gilbert s'est complètement absorbé dans l'acquisition de boutiques et l'achat de domaines privés, une obsession. Il s'est livré à de nombreuses activités insensées, mais Noah dit qu'il ne lui en veut pas. Gilbert est le premier prince, mais il est aussi le fils d'une concubine. Cela signifie qu'il ne peut pas prendre le trône, alors Noah en déduit qu'il cherche un exutoire pour évacuer sa frustration, un moyen de se défouler. Le commerce d'esclaves et les domaines privés ne sont que des substituts, des prétextes pour cela. Henri ne cesse d'être étonné par ses talents de déduction, mais Noah affirme que n'importe qui pourrait voir cela avec un peu de réflexion, un minimum d'analyse. Plus tard, Noah dit aux orphelins qu'il a fait jouer ses relations pour leur assurer qu'ils ne seront jamais vendus, c'est promis. Ils sont libres maintenant, mais ils expliquent qu'ils n'ont nulle part où aller. Noah déclare qu'il va les prendre en charge, alors il dit à Dylan de leur trouver des emplois, des occupations. Il veut aussi qu'ils aient un endroit où dormir et il veut qu'ils soient instruits si certains d'entre eux désirent étudier. Les orphelins pensent que Noah va les acheter, mais il leur dit que ce n'est absolument pas le cas, pas du tout. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Et la seule chose que Noah ne tolérera jamais, c'est la trahison. Dylan leur dit que Noah fait quelque chose de très gentil pour eux, alors ils remercient tous notre héros. Le lendemain, Noah annonce à Evelyn qu'elle ne sera plus une femme de chambre, c'est fini. Au lieu de cela, il veut qu'elle soit administratrice d'une petite région au sein d'Elmeria. Cela signifie qu'elle est désormais une fonctionnaire du gouvernement et elle est prise au dépourvu, car c'est une promotion majeure, un bond de carrière incroyable pour une simple femme de chambre. La terre que Noah a reçue de l'empereur est immense, gigantesque, et il lui serait impossible de la gouverner entièrement seule. À cause de cela, Noah a assigné des administrateurs à diverses régions pour agir comme ses représentants, ses délégués. Noah explique qu'il observe Evelyn depuis de nombreuses années et qu'elle est la plus intelligente de toutes ces femmes de chambre. Evelyn dit qu'elle préférerait continuer à travailler comme sa femme de chambre, mais Noah ne veut absolument pas gâcher ses talents, ce serait un crime. Il explique qu'elle pourra faire bien plus pour lui en tant qu'administratrice, et son succès fera savoir à tous qu'il est un excellent juge des personnes, un fin connaisseur de l'âme humaine. Evelyn remercie Noah pour cette opportunité inouïe, et elle part pour commencer son nouveau travail pleine d'enthousiasme. Shirley complimente Noah pour sa façon de si bien gérer les gens, et elle dit que ce n'est rien à voir avec la manière du premier prince. Noah l'arrête et lui rappelle qu'elle ne peut absolument pas dire de telles choses.
Plus tard, l'empereur révèle qu'il a entendu comment Noah a défendu l'honneur de Gilbert avec brio. Noah dit que c'était simplement une coïncidence car il empêchait les gens d'enfreindre la loi, ni plus ni moins. Au fond de lui, Noah pense à quel point c'était intelligent de la part de Gilbert de rapporter cela lui-même. Au lieu de garder le secret, il a fait en sorte que ses mains paraissent propres, immaculées. Le roi a aussi entendu que Noah s'était plutôt bien défendu, mais il dit que c'est tout à fait à attendre de Noah, c'est dans sa nature. L'empereur fait une blague en disant que si c'était lui, il aurait probablement été sous couverture et il n'aurait pas géré la situation si bien, loin de là. Il dit qu'au lieu de se défendre, il aurait probablement été vaincu, en plein débat pour savoir s'il devait ou non révéler son identité. Tout le monde dans la pièce rit de bon cœur à cette blague incroyable et on dit au roi que blesser l'empereur est un crime passible de la peine de mort, sans appel. Tout le monde rit aussi de cette excellente blague, mais Noah est très sérieux, d'un sérieux de pape. Il corrige le Premier ministre en soulignant que selon la loi impériale, si le criminel ne connaît pas l'identité de l'empereur, alors il n'y a pas de crime contre la famille impériale, c'est la règle. La pièce devient instantanément silencieuse, un silence de mort, et tout le monde est horrifié par la réponse de Noah. Noah craint d'être allé trop loin, car ce qui est considéré comme impoli à dire à un empereur est une affaire délicate, très sensible. Il se demande s'il n'aurait pas dû signaler l'erreur, surtout quand cela le faisait mal paraître, le mettait en mauvaise posture. Noah devient tendu en attendant de voir la réponse de l'empereur, et tout le monde est choqué quand l'empereur se met simplement à rire, un rire franc. Il dit qu'il a gagné un pari, mais Noah n'a absolument aucune idée de ce dont il parle. Il s'avère que l'empereur avait fait un pari avec le Premier ministre. C'était un test pour voir si Noah pouvait décrire la loi par cœur sans la moindre hésitation. Il a toujours su que Noah était strict et impartial en matière de loi, d'une rigueur exemplaire. Il voulait juste faire un test pour s'en assurer, pour en avoir le cœur net. Noah a réussi sans laisser le moindre doute, alors l'empereur annonce que Noah sera désormais nommé Premier ministre de la Justice, une charge immense. C'est un honneur incroyable et cela fait de Noah le deuxième prince ministre, après le quatrième prince, une distinction rare. Noah est complètement stupéfait, bouche bée, et tout le monde acclame le nouveau prince ministre de la Justice avec enthousiasme. Plus tard, Noah pense qu'il a juste répondu de la même manière qu'il le fait toujours, sans artifice. Il a reçu un grand honneur pour cela, mais il ne peut s'empêcher de se demander s'il n'y a pas autre chose derrière cette décision, un plan caché. Alors qu'Elishi se produit, le public parle de la façon dont elle est devenue la chanteuse la plus populaire de tout l'Empire, une vraie star. Son chant rappelle à Noah de ne pas s'inquiéter tout le temps, de se détendre un peu, et il est enfin capable de profiter pleinement de son accomplissement. De retour au château, on dit au roi qu'un rapport sur lequel il s'interrogeait depuis un moment s'est avéré vrai, malheureusement. Il dit au Premier ministre de s'en occuper et il se lamente qu'ils n'ont plus de temps, que le compte à rebours est lancé. Quelque temps plus tard, Noah arrive au ministère de la Justice. Un type nommé Vinny se présente et il explique qu'il est le vice-ministre de la Justice, son bras droit. Noah réalise que ce type sera son bras droit, son second. Vinny a l'air assez jeune, alors Noah est sûr qu'il est encore en train de monter les échelons, de gravir les marches du pouvoir. Noah demande une explication simple de ses fonctions. Alors Vinny dit que Noah a deux fonctions principales, essentielles. Premièrement, la coordination de tous les tribunaux à travers tout l'Empire, une tâche colossale. Deuxièmement, leur ministère juge de nombreux cas qui se produisent dans la capitale. Il est d'usage que le ministère ou l'empereur lui-même juge ceux qui commettent des crimes graves, des délits majeurs. En d'autres termes, le ministère fonctionne aussi comme un tribunal ordinaire, une sorte de cour suprême. Noah suppose que Vinny juge aussi certains cas lui-même, alors il se demande combien Vinny reçoit en pot de vin en dessous de table. Vinny est choqué par la question et il dit qu'il ne ferait jamais une telle chose. C'est impensable. Noah l'assure qu'il n'essaie pas de le forcer à admettre sa culpabilité. Il veut juste connaître la vraie histoire, la vérité pure. Il veut que Vinny se sente libre de parler, alors il dit qu'il oubliera tout ce qu'il lui dira dès qu'il quittera cette pièce. C'est promis. Vinny comprend, alors il révèle tout sans rien cacher. Il explique qu'il n'accepte pas beaucoup de pots de vin personnellement, mais ceux qu'il accepte s'élèvent à environ quelques centaines de reines par an, une somme non négligeable. Vinny poursuit en disant qu'il a une règle personnelle qui ne lui permet plus d'accepter de pots de vin au-delà d'une certaine limite. Ceux qui sont sous lui acceptent au moins 10 fois plus que lui, c'est la folie. La règle d'or de Vinny est qu'il n'accepte aucun pot de vin dans les cas de meurtre, jamais. C'est trop risqué car si l'accusateur garde rancune, Vinny pourrait devenir une cible de vengeance, un homme à abattre. Il n'accepte des pots de vin que dans les cas qui pourraient facilement aller dans un sens ou dans l'autre, des affaires ambiguës. Noah écrit un nombre sur un morceau de papier et Vinny est choqué par ce que cela signifie. C'est incroyable. Noah explique qu'il donnera à Vinny 10 fois ce qu'il recevait en pot de vin afin qu'il n'en accepte plus jamais un autre tant qu'il travaillera pour lui. C'est une condition. Cela représente 5000 rinas par an, alors Vinny est incrédule, il n'en croit pas ses oreilles. Noah dit qu'il veut être à la hauteur des attentes de l'empereur et il veut que Vinny l'aide dans cette tâche. Vinny est étonné par la prise de décision de Noah et il comprend pourquoi l'empereur lui a donné le titre de prince sage, c'est évident. Vinny dit qu'il n'a pas besoin de cet argent supplémentaire et qu'il arrêtera simplement d'accepter des pots de vin, c'est une promesse. L'honneur de travailler avec Noah lui suffit amplement, alors il demande s'il pourrait servir Noah à partir de ce jour et pour toujours. Noah pense qu'il devrait se méfier de Vinny et de ses arrière-pensées,
Mais il remarque qu'en l'acceptant dans son groupe, cela donne déjà un coup de pouce à ses statistiques personnelles. Sa force et son intelligence ont toutes deux reçu un bonus, alors Noah dit à Vinny qu'il comptera sur lui sans aucun doute. Plus tard, Noah assiste à une célébration qu'Oscar a organisée en son honneur. Oscar explique que cette célébration a été décidée parce qu'après leur frère Henry, Noah est le deuxième prince-ministre en 50 ans de règne de l'empereur, une rareté historique. Noah ne peut que se demander pourquoi l'empereur a pris cette décision, et Oscar est sûr que c'est parce que l'empereur est vraiment fier de lui, c'est une évidence. Noah n'est pas si sûr car il ne pense pas l'avoir mérité, pas encore du moins. C'est logique pour Henry car il a réprimé la rébellion, un exploit majeur, mais Noah sait qu'il n'a pas ce genre de palmarès. Noah en déduit que l'empereur doit lui montrer un certain favoritisme, c'est la seule explication plausible. Cela fait penser à Noah comment l'Empire a failli s'effondrer à un moment donné, une période sombre. C'est arrivé à cause du système de l'Empire de choisir un prince héritier pour régner. Parce que le successeur de l'empereur est déterminé à la naissance, les princes qui n'étaient même pas le prince héritier ont gâché leur vie et cela a causé beaucoup de problèmes, de graves soucis. Pour corriger cela, l'Empire accorde maintenant à chaque prince sa propre terre à gouverner et s'assure qu'ils reçoivent une éducation appropriée, complète. Oscar se demande ce que cela a à voir avec la célébration, alors Noah explique qu'il a une théorie, une idée bien précise. Il dit que le nommer ministre va bien au-delà d'une simple éducation, c'est bien plus profond, et Oscar est stupéfait par ce qu'il veut dire. Le choc d'Oscar attire l'attention de tout le monde et il réalise que Noah pense que l'empereur veut faire de lui le prince héritier, le successeur. À ce moment précis, on informe Oscar d'un rapport qu'il avait demandé plus tôt, une information cruciale. Il paie quelqu'un pour agir comme espion et il a appris que l'empereur a l'intention de le nommer prince-ministre des Finances, une position clé. L'empereur semble préparer quelque chose, mais Noah n'a pas encore compris quoi, le mystère demeure. Oscar dit qu'il ne devrait pas trop réfléchir à ces choses, car ils sont ici pour célébrer l'accomplissement de Noah, et c'est tout. Ailleurs, un groupe de soldats prend d'assaut un bâtiment en plein milieu de la nuit, sans crier gare. On dit à l'empereur que 167 hommes ont été arrêtés lors de leur raid nocturne. Ces hommes prévoyaient de faire pression sur l'empereur pour qu'il quitte le trône afin que le prince héritier Albert puisse prendre le pouvoir, une tentative de coup d'État. L'empereur est vraiment déçu, car il est clair qu'Albert était derrière tout cela, c'est une évidence. Albert est prince héritier depuis 30 ans et il semble qu'il ne puisse plus attendre, son impatience est palpable. Noah fait remarquer qu'il n'y a aucune preuve de l'implication de Gilbert, alors l'empereur dit qu'il n'a pas l'intention de faire quoi que ce soit au prince héritier pour l'instant. Au lieu de cela, il va juste punir les 167 hommes et leur chef nommé Keith sera exécuté sans pitié. L'empereur pense alors que tous ses fils ne valent rien, qu'ils sont tous décevants. Il ne peut que se demander lequel d'entre eux est digne de lui succéder et il ne peut absolument pas se décider, c'est un dilemme. Il déclare que n'importe lequel d'entre eux fera l'affaire, tant qu'ils pourront surmonter son épreuve, son défi personnel. Plus tard, Noah est informé des 167 hommes qui ont été arrêtés pour une tentative d'insurrection, un complot. Bien sûr, Noah est déçu car tous ces hommes sont des proches d'Albert, des intimes. Parmi eux se trouve le confident d'Albert, son ancien tuteur et plusieurs de ses chevaliers. Il est assez évident qu'Albert est impliqué, alors Vinny se demande ce que Noah va faire. Quelle sera sa décision ? Noah pense qu'en vertu de la loi impériale, si un membre de la famille impériale commet un crime, il existe des dispositions qui garantissent que sa peine est légère, très clémente. La seule exception à cette règle est si ce crime est une insurrection, un acte de rébellion. Tout membre de la famille impériale impliqué dans une insurrection doit être coupé en deux à la taille, une punition atroce. Ils subissent le même sort même s'ils en avaient seulement connaissance et n'ont pas réussi à le signaler à l'empereur, c'est dire la gravité. Il n'y a aucune chance qu'Albert n'ait pas été au courant de cela, car tant de ces gens étaient impliqués, c'est impossible. Albert devrait être puni pour son crime, mais ce serait un scandale massif qui ébranlerait les fondations même de l'Empire, un véritable cataclysme. Noah se demande ce que l'empereur a dit, alors Vinny explique que l'empereur a dit de punir ceux qui sont impliqués conformément à la loi sans exception. Noah comprend maintenant les intentions de l'empereur, alors il déclare qu'il est prêt à rendre son jugement, à faire justice. Noah rencontre l'empereur et explique qu'il a décidé comment condamner les insurgés avec fermeté. Le chef qui a été arrêté sera coupé en deux à la taille et ses complices verront aussi leur vie prendre fin sans échappatoire possible. Noah a déterminé plus tôt que puisque l'empereur a limité la punition à ceux qui ont été arrêtés, il n'a aucune intention d'impliquer Albert dans cette affaire, c'est clair. L'empereur est satisfait du travail de Noah, alors il dit à Cruz d'ajouter 1000 reins au salaire annuel de Noah, une belle somme. Noah sait que ce qu'il a fait n'était pas digne d'une récompense, alors cela signifie que l'empereur ne voulait vraiment pas impliquer Albert à aucun prix. L'empereur dit à Noah que ses espoirs pour lui restent élevés, alors il devrait continuer à travailler dur, sans relâche. Alors que Noah retourne au ministère, il est choqué de constater que ses gardes ont été blessés, gravement même. On lui dit que les intrus sont toujours à l'intérieur, alors Noah dit à Shirley d'envoyer chercher des renforts, et vite. Noah lui dit de contacter Albert au ministère des Affaires militaires, mais il s'arrête rapidement, se ravisant. Le moment de cette attaque ne semble pas être une coïncidence, et Noah craint qu'Albert ne soit impliqué, que ce soit son œuvre. Il annule son ordre et dit à Shirley de rassembler leurs alliés, tous sans exception,
Personne ne sera autorisé à entrer ou sortir du manoir et cela inclut tous ses frères sans distinction. Noah se précipite à l'intérieur et il voit que plusieurs gardes et fonctionnaires ont été attaqués, blessés. Il rencontre l'un des intrus et Noah l'élimine facilement d'un seul coup. L'intrus essaie de se suicider en se mordant la langue, mais Noah l'arrête avec le pouvoir de son anneau, l'empêchant de mourir. Plusieurs autres intrus arrivent pour attaquer notre héros, mais Noah est prêt pour le combat, il les attend de pied ferme. Il les élimine tous et s'assure qu'ils ne peuvent pas non plus se suicider, c'est crucial. Vinny arrive et il est étonné de voir que Noah a vaincu les intrus tout seul, sans aide. Il explique que les gardes ont subi de nombreuses pertes et que tous les insurgés ont été éliminés, sans exception. Noah est choqué car le but des intrus était de faire taire les insurgés, de les réduire au silence. Cela rend plus clair que jamais que ces intrus travaillent. Pour Albert, c'est une certitude. Jess et Vinny sont choqués alors que Noah utilise sa propre épée pour se couper, un geste insensé. Noah souffre beaucoup, une douleur intense, et il dit à Vinny que si quelqu'un demande, ce sont les intrus qui l'ont blessé et personne d'autre. La plus lourde punition pour avoir gravement blessé un prince est l'exécution, et par un jugement rapide, sans appel. C'est exactement ce que Noah veut, alors il ordonne à Vinny de commencer le processus sans tarder. Pendant sa convalescence, on dit à Noah que les exécutions ont été effectuées, toutes. Noah est soulagé car maintenant il peut laisser toute cette situation derrière lui, tourner la page. Vinny réalise ce que Noah a fait et il ne peut s'empêcher d'être étonné, c'est un coup de maître. Noah savait que la vérité sur Albert aurait été exposée si les intrus avaient été interrogés, alors il devait agir vite, très vite. Il s'est blessé lui-même pour accélérer leur punition afin que personne ne puisse jamais savoir la vérité. Si la vérité éclatait un jour, tout l'Empire aurait souffert, alors Noah ne peut que maudire le prince héritier de tout son cœur. Plus tard, l'empereur convoque Noah au château. Noah s'excuse d'avoir échoué, mais l'empereur dit qu'il n'est pas le seul à blâmer, loin de là. Il sait aussi à quel point Noah est un combattant fort, alors il se demande si les intrus étaient vraiment assez puissants pour le blesser si gravement, c'est suspect. Noah avait compris que l'empereur se méfierait de cela, et il savait qu'il ne pourrait pas cacher la vérité, c'était impossible. L'empereur a un énorme réseau de renseignements, alors il sait probablement déjà que Noah s'est blessé lui-même, c'est une certitude. Noah explique qu'il y a plus à la force que la simple façon dont quelqu'un manie une épée. Il dit qu'une personne peut encore flancher si sa fragilité mentale est exploitée, c'est une faiblesse. L'empereur est vraiment fier de l'intelligence de Noah et il dit que c'est un fils qu'il serait fier de présenter à tout le monde sans hésitation. Il souhaite que tous ses fils soient plus comme Noah et il emmène Noah dehors à l'écart. Il dit à Noah que parmi les empereurs qui sont devenus de grands leaders, 9 sur 10 ont terni leur réputation plus tard dans leur vie. C'est une triste réalité. Noah pense à la façon dont son père a mené cette nation vers un âge d'or comme personne n'en a jamais vu. Une ère de prospérité. À cause de cela, il sera certainement décrit comme un grand leader dans tous les livres d'histoire, sans aucun doute. Cependant, si la récente insurrection avait réussi, cela aurait terni son héritage, sa réputation. Il dirait qu'il est devenu sénile dans sa vieillesse et qu'il ne pouvait même pas contrôler ses fils, une honte pour un empereur. Il est évident pour Noah que l'empereur ne fait plus confiance au prince héritier, c'est une certitude. La seule raison pour laquelle il ne fait rien à ce sujet est que renoncer au prince héritier ternirait sa propre réputation, son image publique. À ce moment précis, Noah dit qu'il a une requête, une proposition importante. Il fait remarquer que l'empereur a fait de lui, Henry et Oscar, des princes ministres, et que cela pourrait causer quelques problèmes, des frictions. À cause de cela, Noah pense que quelqu'un devrait être nommé pour les coordonner tous, pour assurer l'ordre. L'empereur se demande s'il parle du premier ministre. Mais Noah a une idée différente, plus audacieuse. Cette personne apporterait de l'ordre à tout ce qu'ils font, alors Noah propose l'établissement d'un nouveau rôle connu sous le nom de prince premier ministre, une innovation. Noah dit que ce rôle devrait revenir au prince héritier Albert, mais l'empereur refuse catégoriquement. Cela le contrarie, alors il dit à Noah de partir pour qu'il puisse se remettre de sa blessure. Noah l'arrête cependant et continue d'expliquer, insistant. Il fait remarquer qu'Albert devient impatient en tant que prince héritier, et cela cause beaucoup de problèmes, de graves soucis. Lui donner ce rôle lui permettrait de se sentir plus puissant, d'avoir plus d'influence, et l'empereur aurait toujours le dernier mot dans toutes les décisions, sans exception. L'empereur craint qu'Albert ne rejette quelque chose d'important avant même que cela ne lui parvienne, mais Noah a aussi un plan pour cela, une solution. Chaque prince-ministre aura le droit de déposer un appel direct s'il pense que c'est assez important, une garantie. Si les trois sont d'accord, ils peuvent contourner le Premier ministre et s'adresser directement à l'empereur. Cela empêchera Albert d'avoir un réel pouvoir, mais il se sentira toujours important grâce à son titre. L'empereur est une fois de plus ébloui par Noah, et il convient que c'est la meilleure marche à suivre. Il lui tapote la tête, regrettant encore qu'il ne soit pas né plus tôt. Noah est tout aussi impressionné par l'empereur qui a saisi sa proposition sur le champ. L'empereur veut de nouveau récompenser Noah, mais cette fois, l'argent ne suffira pas, dit-il. Il appelle Cruz et lui annonce qu'ils se rendent au trésor. L'empereur emmène Noah qui confie n'avoir jamais vu cet endroit auparavant. L'empereur souligne que c'est grâce au jugement de Noah qu'il a découvert sa bague si spéciale. Il aimerait voir ce jugement en action, alors il lui dit de choisir n'importe quel objet qu'il désire dans le trésor.
Noah remercie l'empereur et ordonne au Léviathan de fouiller toute la pièce. Il repère quelque chose d'intéressant et l'empereur est sidéré par son choix. Noah ouvre une petite boîte et il est aussitôt consumé par une flamme puissante. La flamme enveloppe entièrement Noah, mais il va bien, c'est comme le Léviathan, alors Noah est surpris qu'il y en ait d'autres. Cette flamme l'attaque, mais il se défend avec le Léviathan. Il est clair que cet être a sa propre volonté, ce qui ne laisse à Noah qu'une seule option. Il lui ordonne d'obéir et déchaîne la puissance de son épée. Noah vainc l'arme et prend le contrôle de ses pouvoirs. Elle prend la forme d'un anneau et Noah constate qu'en l'ayant sous son commandement, sa statistique de feu passe au rang F plus C. L'empereur est absolument sidéré que Noah ait pu dompter cette arme. L'anneau s'appelle Luthier et l'empereur déclare que le jugement de Noah est incroyable. Il lui a donné le choix de prendre n'importe quel objet du trésor et il a choisi le plus puissant sans la moindre hésitation. Noah a juste fait ce qui lui semblait juste et il sent que Luthier possède une grande puissance. L'empereur se demande si Noah voudrait le tester et il propose même de faire installer des cibles. Noah refuse et l'empereur devine qu'il a un plan, comme toujours. Noah emmène son père hors des murs du château et déchaîne la puissance de Luthier. L'empereur s'inquiète d'abord mais se calme en voyant que Noah maîtrise parfaitement la situation. C'est exactement ce que Noah avait prédit, car Luthier est presque aussi puissant que le Léviathan. L'empereur se demande comment Noah peut supporter une telle chaleur, alors Noah lui démontre à quel point il a vite appris son pouvoir en expliquant ce qui se passe. La chaleur est si intense qu'elle détruit tout autour d'elle et le sol commence à se creuser. Cependant, Noah explique que le Léviathan la contient pour empêcher la chaleur de s'échapper. Bien sûr, l'empereur est incrédule, car Noah l'a dompté à ce point en si peu de temps. Il est presque sans voix et décide que son seul choix est de confier Luthier à Noah. Il dit à Noah de l'utiliser pour le bien de l'Empire, ce que Noah promet. Quelque temps plus tard, l'empereur révèle de mauvaises nouvelles concernant son neveu. C'est le fils de son frère et il a toujours régné sur ces terres avec une tyrannie extrême. Il cause souvent des ennuis à la famille impériale, mais cette fois, il est allé trop loin. Dans son ivresse, il a ôté la vie à quelqu'un lors d'une dispute. C'est déjà un crime grave, mais la punition ne sera pas si simple. Le frère de l'empereur, Graham, assume la responsabilité du crime de son fils et dit qu'il paiera une amende en guise de punition. Bien sûr, Noah souligne que tout comme un enfant n'est pas responsable des dettes de ses parents, un parent n'est pas responsable du crime d'un enfant. Graham propose de payer 30 000 reins, soit environ 250 fois le revenu annuel moyen. C'est une somme considérable, mais Noah affirme qu'on ne peut pas percevoir d'amende auprès de quelqu'un qui n'a pas commis de crime. L'empereur se demande s'il devrait modifier la loi pour autoriser les amendes volontaires, car le trésor national est en piteux état. Les secours en cas de catastrophe et la répression des révoltes coûtent cher et ils dépensent énormément. Noah ne peut pas blâmer son père de penser ainsi, mais cela ne peut pas être fait. Si un tel précédent était établi, les gens penseraient qu'ils peuvent s'en tirer en commettant n'importe quel crime, juste en payant. Cela rendrait la prévention du crime plus difficile, sans compter que cela n'aiderait que les riches. Les gens en profiteraient et cela mènerait à une corruption généralisée. Noah reconnaît que le manque de fonds de l'Empire est un grave problème, mais il dit qu'il devrait le résoudre de manière respectable. L'empereur remercie Noah d'avoir contesté sa suggestion et il salue la grande sagesse de notre jeune héros. Pour célébrer cette sagesse rarement vue chez un souverain, l'empereur nomme Noah son premier conseiller. L'empereur se demande si quelque chose ne va pas après le silence de Noah, et celui-ci révèle qu'il a une proposition. Au lieu de laisser les gens payer pour échapper à la punition, il devrait les laisser payer pour obtenir de l'honneur. Par exemple, Noah dit que quiconque fait don de 1000 anneaux à l'Empire peut se voir accorder la chevalerie honoraire. Bien sûr, il faudrait des règles pour éviter les abus et l'obtention d'un réel pouvoir, mais Noah est sûr que ça marchera. Les gens adorent recevoir un tel honneur de l'empereur et ils seront prêts à payer. Noah pense qu'une fois qu'on gagne beaucoup d'argent, on commence à désirer l'honneur plus que les possessions matérielles. L'empereur dit que c'est une idée brillante et il dit à Cruz d'aller chercher Oscar. Noah dit qu'il doit partir pour finir des affaires au ministère de la Justice, mais au fond, il a une autre raison. Noah se dit qu'il doit s'arrêter car il impressionne beaucoup trop l'empereur. S'il continue, il empiétera sur le travail d'Oscar. Dehors, un certain Shizu dit que plusieurs mages sont stupéfaits par ce que Noah a fait plus tôt. Ils ne comprennent pas comment le sol a pu fondre ainsi et ils n'ont pas réussi à le percer. Quelqu'un est même tombé dans le trou en l'inspectant, alors Noah donne de l'argent à Shizu pour payer les frais médicaux du pauvre homme.
Shizu révèle ensuite qu'il a apporté quelque chose pour le 16e prince. Le 16e prince n'a que 3 ans, mais il aime faire combattre des scarabées. Cela donne une idée à Noah, alors il se demande si Luthier et le Léviathan voudraient s'affronter. Les deux sont prêts à relever le défi. Alors ils commencent à se battre sous le regard de Noah. Il est stupéfait car ils ont toutes les techniques de leurs anciens propriétaires gravées en eux. Le Léviathan gagne la bataille et Noah dit que la différence de force est évidente. Une servante n'en croit pas ses yeux en voyant le combat, alors Noah dit qu'ils sont prêts pour la deuxième manche. Pendant qu'ils se battent, Noah remarque autre chose. Contrairement à son fidèle Léviathan, Luthier est très compétitif. Noah apprend énormément juste en les observant et il est sûr que cette méthode le rendra bien plus fort. Son écran de statut le prouve car il atteint enfin le niveau 2. Noah les fait combattre sans cesse et il dit que le Léviathan a gagné toutes les batailles jusqu'à présent. Cependant, après un certain temps, Luthier parvient à remporter un match. Après la victoire de Luthier, Noah remarque que sa propre statistique de feu a encore augmenté. Noah devient curieux, alors il dit à Zoé de faire quelque chose. En 6 ans depuis qu'il l'a embauchée, Zoé a appris de nombreuses compétences pour rembourser la dette qu'elle sent lui devoir. L'une d'elles est d'afficher l'écran de statut d'une personne. Zoé est stupéfaite car Noah est déjà au niveau 3. Elle n'en revient pas car il n'a pas eu à se battre et elle n'a jamais entendu parler de ça. Noah l'a fait juste en regardant ses armes se battre et elle se demande si son niveau peut monter ainsi indéfiniment. Noah n'est pas sûr mais il dit que ce n'était pas si simple. Passer du niveau 1 à 2 n'a pris qu'une seule bataille, mais pour passer de 2 à 3, il a dû les faire combattre plus de 10 fois. Combattre le même adversaire encore et encore ne semble pas très efficace, mais Noah ne connaît pas toutes les règles. Il veut comprendre comment ça marche, alors il dit qu'il devra collectionner plus d'objets magiques comme Luthier et le Léviathan. Juste à ce moment, Henri arrive et révèle qu'il a vu Noah faire combattre ces objets. Il loue l'ingéniosité de Noah, mais il y a des choses plus urgentes. Il révèle qu'un certain nid de monstres a enfin mûri, ce qui signifie que c'est l'heure de la première campagne de Noah. Le nid de monstres est un terrain de chasse géré par le ministère des Affaires militaires. Son but est simplement de servir de première campagne à chaque prince. Henri dit que lorsque Noah ouvrira la boîte devant lui, elle lui indiquera le nombre de soldats qu'il devra emmener pour la campagne. Noah ouvre la boîte, mais la mâchoire d'Henri manque de tomber par terre quand le nombre est révélé. Il affiche le chiffre 1, alors Noah se demande si cela signifie qu'il sera suffisant à lui seul. Henri dit que c'est sans précédent et que ça n'est jamais arrivé. Plus tard, un certain Reyes apporte un ordre de l'empereur. Un messager de l'empereur est considéré comme son représentant. Alors Noah s'incline devant lui. C'est un rôle prestigieux, alors Noah doit lui montrer la même courtoisie qu'à l'empereur. On dit à Noah que sa première campagne sera reportée et qu'il doit attendre de nouveaux ordres. Noah accepte et Reyes s'incline devant lui. Ces deux-là se connaissent car Reyes fait partie de la maisonnée d'Henri. Parfois, des membres de la famille royale envoient un de leurs esclaves ou serviteurs pour servir comme fonctionnaires. Les gens comme eux sont considérés comme des membres de la famille de ce noble, libérés de leur service. Les membres de la maison impériale qui servent chaque prince sont soumis aux normes d'étiquette les plus strictes. Reyes révèle à Noah que sa campagne a été entièrement reportée à cause de sa force. L'empereur était si ravi de cette lecture sans précédent qu'il a dit qu'elle devrait être menée à grande échelle. Il travaille avec les frères de Noah pour trouver un moyen de montrer à tout l'Empire à quel point Noah est remarquable. Noah réalise que cela prendra du temps, alors il part à la recherche de plus d'objets magiques. Noah retourne chez le marchand qui lui a donné son autre anneau et il explique qu'il cherche des objets ayant leur propre volonté. Le marchand dit qu'il n'a rien de tel, mais Noah le savait déjà. Il donne un tas d'argent au type et lui dit de le contacter si quelque chose se présente. Dehors, Noah voit qu'une foule s'est rassemblée alors qu'un homme exige qu'un objet lui soit vendu. Le marchand tente d'expliquer que quelqu'un l'a déjà réservé, mais le type s'en fiche. Noah dit au type d'arrêter et celui-ci se présente comme un membre de la maisonnée du prince Gilbert. Il s'appelle Dalam et Noah se demande pourquoi il interrogeait le marchand. Dalam rappelle à Noah qu'il ne peut pas avoir d'ennui car les membres d'une maison impériale ne peuvent être reconnus coupables d'aucun crime, sauf d'insurrection. Il dit à Noah qu'il ne peut rien lui faire et Noah sait qu'il a raison. Les serviteurs d'une maison impériale ont déjà un statut élevé, mais ce type est même membre de la maison du premier prince. Noah le reconnaît, mais il souligne qu'il y a un défaut. Il se demande pourquoi Dalam se tient devant lui, car il devrait s'incliner.
Dalam est pris au dépourvu car c'est une offense punissable, alors il essaie de s'excuser. Noah dit que c'est trop tard et il ordonne à Shirley de l'appréhender. Shirley le maîtrise et Dalam essaie de dire que Noah le paiera. Noah est insulté et lui explique qu'il a terni le nom de son frère en ne montrant pas de respect à un prince. Il dit que Dalam sera puni selon la loi impériale et il demande si quelqu'un dans la foule a un fouet. Dalim est ligoté et Noah se demande combien de coups de fouet il devrait recevoir. Noah dit que si l'un de ses serviteurs tyrannise son peuple en son nom, il les condamnerait à mort. Dalim est horrifié et Noah dit à Shirley de s'occuper du reste. Noah s'éloigne ensuite tandis que Dalim reçoit sa punition. Plus tard, Shirley dit que le travail est fait et que la vie de Dalim a pris fin. Noah dit à Shirley que lorsque les autorités arriveront, elle devra rapporter tout ce qu'il a dit plus tôt. Shirley est alors surprise quand Noah lui dit d'aller chercher des menottes. Noah se menotte et va s'excuser auprès de Gilbert. Noah explique ce qui s'est passé et Gilbert convient qu'il n'y avait pas d'autre moyen de gérer la situation avec son serviteur. Noah s'excuse quand même de ne pas avoir consulté Gilbert en premier. Gilbert se souvient à peine de Daloum, alors son chambellan doit lui rappeler qu'il a viré ce type il y a 1 an. Gilbert dit à Noah de ne pas s'inquiéter car au contraire, il a protégé sa réputation. Noah a empêché Dalam de nuire davantage à son nom, alors Gilbert comprend pourquoi l'empereur a nommé Noah le gardien de la loi. Après, Shirley se demande à quoi servait tout ce cinéma, car Gilbert ne semblait même pas se soucier de Dalam. Noah révèle que malgré son calme apparent, Gilbert était en fait furieux. La seule raison pour laquelle il n'a pas pu le montrer, c'est qu'il ne peut pas se permettre de créer une discorde entre eux. C'est parce qu'il est évident pour tous que l'empereur favorise Noah au détriment de Gilbert. Noah savait qu'il devait s'excuser en premier pour que tout reste calme. Si Noah n'avait rien dit, il serait devenu une cible pour son frère. Plus tard, un certain Don se présente à Noah. Don a été impressionné par la façon dont Noah a géré la situation la veille, alors il veut travailler pour lui. Noah souligne qu'il pourrait trouver cela difficile car il vient d'une juridiction différente, mais Don s'en moque. Il dit que Noah peut simplement utiliser ses services quand il en a besoin, alors Noah accepte. Mais alors que Don s'en va, Noah dit à Dylan de faire des recherches sur lui. Merci d'avoir regardé mon résumé. N'oubliez pas de liker la vidéo.